Bonsoir à tous et bienvenue sur le live de la Minute Foot, comme tous les lundis soirs évidemment. Et j'ai l'honneur d'accueillir avec moi notre Manu international galactique. Salut Manu. Salut Nico, salut Fab, salut à tous, comment ça va? Très bien, merci Manu. Et effectivement, on a avec nous ce soir. Et voilà, c'est, quand même assez, peu souvent qu'on t'a, sur nos lives, Fab, donc c'est vraiment, avec, une certaine joie que je t'accueille et que je te dis salut. Merci Nico, salut Manu, salut Yarsène, salut tout le monde. On est là pour, rendre plus joyeux vos lundis soirs, parler un peu de football. Il y a plein de choses à dire, du triste, du joyeux, il y a plein de choses à voir. Exactement. Tu as tout dit et on va tout de suite, rentrer, dans le vif du sujet, qui intéresse évidemment tout le monde. C'est notre fameux mercato en cours, qui, va, pas tarder quand même à, fermer ses portes, faut pas l'oublier. Donc là, on commence à rentrer dans le money time et on avait, envie de parler de 3 joueurs. Renato Veiga, un petit retour quand même sur Eli Wahi, pour, une raison, voilà que, on va vous expliquer après et puis, Albert Grunbeck. Bref, on va commencer par Renato Veiga. Manu, vas-y, je te laisse commencer sur, ce joueur qui est, un ex de Chelsea et qui est parti à la Juve. Bon, moi je l'ai découvert à Chelsea, alors il a pas beaucoup joué, mais je l'ai vu en Conference League parce que ça a fait tourner, donc moi j'aime bien ce joueur. D'ailleurs, à un moment, ça en parlait pour l'OM, j'aurais beaucoup aimé que l'OM réussisse à le faire, mais tous les joueurs que j'aimerais bien voir à l'OM, visiblement, c'est impossible, que ce soit lui, Renato Veiga ou Medina. Au final, c'est la Juve, donc ça montre que c'est une piste, enfin, c'est un joueur intéressant parce que la Juve, c'est pas rien. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est polyvalent, qui peut jouer latéral gauche, mais il préfère jouer défenseur central. Et il y avait un vrai besoin pour l'OM à ce poste. Au final, c'est la Juve qui le récupère. Donc, moi, je trouve que la Juve fait une très bonne affaire sur ce coup. Parce qu'à Chelsea, il avait peu de temps de jeu, mais c'est un jeune joueur que je trouve très, très talentueux. Il est imposant physiquement, mais en même temps, il est très propre avec ballon. Et il est capable de monter haut sur le terrain. Moi, je trouve ça. J'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu jouer. Donc, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. J'aurais aimé le voir en Ligue 1. Bah, ça sera à la Juve, il faudra le regarder. C'est un bon club, donc c'est bien pour lui. Oui, clairement, moi je suis assez content, bon, je suis pas content qu'il n'aille pas à l'OM, mais voilà, je me satisfais du fait qu'il aille à la Juve forcément. C'est quand même un club, que je suis. Et de ton côté, Fab, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ce joueur? Bah, en fait, le truc que je me suis dit tout de suite, je me suis dit: «S'il arrive à la Juve, est-ce que c'est pour, faire la rotation ou est-ce que c'est parce qu'on sait que City lorgne un peu sur Cambiasso?» Je sais pas, je me demande un peu, tu vois? Comment la Juve va le considérer? Je sais pas, enfin, vous suivez plus la Serie A que moi, donc je voulais savoir, vous, si vous trouvez qu'il y a un rapport avec Cambiasso ou pas? Non, parce que Cambiasso, il joue à droite, ça va être, Il a joué à gauche contre Naples, non? Oui, il Je peut, crois. mais Non? c'est pas son Ah, OK. poste, à part entière, Mmh. quoi. non, Il non, peut il est bah, là, dépanner, oui. en Italie aussi, il joue à droite. C'est ça va être, Mota, enfin Mota, si Mota reste d'ailleurs, parce qu'il y a eu des bruits là-dessus aussi, mais Mota en a parlé de Veiga, qui est sorti, c'est qu'il voulait faire jouer défenseur central. Donc il y a un vrai besoin à la Juve dans l'axe derrière, parce qu'il y a des manques. Donc a priori, c'est pour jouer vraiment défenseur central. Et puis s'il y a une option d'achat, parce que c'est un prêt a priori Renato Veiga, donc s'il y a une option d'achat, effectivement, l'argent de Cambiasso pourra permettre d'acheter des joueurs, pour cet été ou pour cet hiver, mais a priori, il sera défenseur central. Et puis Veiga l'a dit, il veut jouer défenseur central, donc il fallait trouver un club qui le fasse jouer défenseur central. Donc a priori, ça ce sera le cas avec la Juventus. Yep. Bah, écoutez, moi de mon côté, j'ai pas grand-chose de plus à dire. J'attends de voir en fait, ce qu'il va apporter à la Juve, donc je vais suivre ça de près. Là, on va, passer tout de suite à un autre dossier qui était déjà bouclé, hein, si on peut appeler ça bouclé, mais là, c'est officiel. C'est celui de Eli Wahi. Donc pourquoi est-ce qu'on en parle? Ben, j'aurais voulu vous entendre sur, justement, la condition offensive de l'OM.
est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied pour l'instant que d'avoir vendu Eli Wahi? Fab, tu veux commencer? Ouais, je suis un peu d'accord avec toi parce que certes, financièrement, voilà, c'est une bonne affaire tout ça, que tu perds pas d'argent, tout ça, mais là, on répète dans les médias: «Oui, l'OM ne veut pas faire de panic buy». Bah, tu vas être obligé d'acheter un attaquant donc tu pas grand-chose sur le marché, tu de la pression et tu sais que les clubs savent que tu as vendu ton attaquant, ton gros attaquant de l'été, donc tu sais, ils vont un peu monter les prix, donc ça va être stressant pour l'OM. Et moi, je fais vraiment pas partie de ceux qui disent que tu peux compter sur Mopé, le retour de Mumbagna et le petit Robinho Vaz, tu vois? Genre, si tu espères, jouer, enfin, les places de Ligue des Champions, il faut vraiment que tu prennes quelqu'un et moi, j'ai pas envie que ce soit encore la même chanson, tu vois? Que tu prennes un mec pour 6 mois et que tu le revendes après, enfin, je trouve que le timing est pas très, très bon, quoi. L'affaire économique est bonne, mais ça va pas falloir se planter là, ça va être vraiment, important. Est-ce qu'au final, on n'a pas, Manu, c'est à toi que je vais poser la question, retrouvé un peu, l'essence, de, notre président, sur, les ventes, tout simplement? Ben, je pense qu'il a fait ça parce que De Zerbi, avait acté que ça ne marcherait pas avec, Wai. Le problème, c'est qu'il faut un autre joueur. On l'a bien vu hier face à Nice. L'OM manque réellement d'une solution devant, à plusieurs postes, mais notamment devant au poste de 9. Et Wai était une solution, elle n'est plus là aujourd'hui cette solution. Donc il y a un vrai manque. Il va falloir trouver, un joueur, c'est obligatoire. Hem, Franchement, moi je m'attendais pas à ce que l'OM vende Wai sans avoir la solution derrière. Bah, ça a été le cas. Donc au final, ben, ils sont embêtés. Ils sont embêtés parce que maintenant, c'est un peu dans l'urgence. Est-ce que tu prends un joueur maintenant, mais qui n'est pas forcément celui que tu veux sur la durée? S'il y en a un déjà que l'OM veut, mais qui n'est pas disponible cet hiver, c'est compliqué. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Mais là, pour le coup, c'est pas tellement Longoria pour moi. Longoria, il a exécuté une vente sur un joueur qui ne rentrait pas tellement dans les plans du coach. Il a pas dit: «Ah bah tiens, il y a une offre qui me convient», non, parce qu'il y a pas l'OM n'a pas gagné d'argent sur la vente de Wai. L'OM a juste récupéré son argent, donc ça montre bien que le départ, c'était parce que ça fonctionnait pas sportivement. Donc c'est pas tellement Longoria, c'est De Zerbi avec qui ça n'a pas collé pour Wai et le problème maintenant, c'est qu'il y a plus de solution. Hem On va en parler sur le débrief de Nice-Marseille, mais offensivement, c'est trop pauvre. Donc, moi, je te le disais déjà la dernière émission, j'ai hâte de voir. Ce qui m'intéresse, c'est OK, ça n'a pas fonctionné avec Wayne, mais ce qui m'intéresse, c'est qui va arriver. Et pour l'instant, ben, c'est vide. C'est vide. Oui, je suis totalement d'accord avec, vous. Alors après, on sait que c'est un mercato, d'opportunités, est-ce que, et je pose la question vraiment de manière innocente, est-ce que c'était pas justement le bon, moment pour le vendre, dans le sens où il aurait potentiellement perdu de la valeur, voilà, d'ici, l'été prochain? Qu'est-ce que tu en penses, Fab? Moi, je pense que tu as raison, mentalement, c'était compliqué et je pense pas que ça aurait été, mieux avec le temps et comme vous disiez, De Zerbi, on sent tout de suite que ça rentre pas dans ses plans donc je pense que tu l'aurais pas vendu aussi cher et je sais pas, nous, en fait, l'OM veut se reconstruire de toute façon pour devenir un club qui joue souvent l'Europe donc voilà, le temps est compté et tu pas envie de refaire une Vitinha donc voilà, je sais pas, je pense comme tu dis que c'était le moment où la valeur était encore correcte, tu vois? Parce que s'ils se finissent à 5-6 buts cette année, voilà, ça aurait été chaud donc non, non, je pense que c'était le bon moment et peut-être que Longoria a peut-être vu des joueurs, tu vois, qui seraient potentiellement disponibles. Peut-être qu'il s'est dit: «OK, on a besoin de liquidité. Lui, il a encore une bonne cote, faut y aller, tu vois, faut le vendre». C'est possible. Manu, tu veux rajouter quelque chose ou, c'est bon? Bah oui, moi, j'attends le joueur qui doit arriver. C'est ça qui est important pour moi. L'OM n'a pas perdu d'argent, donc il y a de l'argent à mettre sur un joueur, puisque l'OM l'avait mis sur Wai. Donc là, l'argent est récupéré. Il faut trouver le joueur maintenant qui va être compatible, ne pas se tromper. Mais en même temps, comme ça a été fait dans la précipitation, ben, je sais pas si ça sera le bon joueur, mais en tout cas, il faut un joueur, ça c'est sûr. Il y en a un qui est dispo à la Juve, hein, qui joue pas beaucoup. Moi, je le prendrais en prêt sur 6 mois, mais c'est dur à faire, hein, même. Qui commence par Dusan et qui finit par Vlahovic? Franchement, tu sais que c'est vraiment très gros comme joueur, mais je sais pas, moi, je pense Bah, que ça il fallait serait le tenter, beau. tu le tentes, hein.
En plus, c'est la Juve, quoi, c'est l'ADN de Longoria, quoi. Je te jure, hein. Bref. Ils Allez, on arriveront va pas passer à trop. la suite Allez, parce que si on commence à parler, voilà, de s'épancher sur les joueurs de l'OM, on n'a pas fini. Donc je vous propose de passer tout de suite à Albert Grandbeek, ex-Stade Rennais donc, qui est officiellement parti à Southampton et d'ailleurs, je sais même pas où ils sont Southampton. Ils sont en dernier. ils sont en PL encore? Ouais, ils ont gagné que 3 matchs cette année, je crois, c'est au D'accord, début de leur OK. saison. OK. Bah, vas-y, Fab, tu as commencé à prendre la parole, je t'en prie. Et là, je connais pas trop ce joueur-là, donc je vais plus vous écouter, sur ce Ouais. sujet-là, je pense. Bah, vas-y Manu, Grandbeek. Moi, c'est un joueur que j'aime bien personnellement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Alors ça a pas fonctionné, mais à Rennes, rien ne fonctionne de toute façon. Que ce soit Grönbeck, Jota, toutes les recrues, peu importe les noms, ça n'a pas fonctionné parce que sportivement, ça ne fonctionne pas à Rennes. Mais le joueur est très intéressant. Alors, hem, Southampton, c'est une piste risquée parce que ça, comme l'a dit Fab, ça sent la relégation. Mais bon, après tout, la 2e division anglaise, ça reste un niveau qui est cohérent, intéressant. Mais je pensais qu'il y aurait des clubs de Ligue 1 qui pourraient aller dessus. Alors peut-être que lui a voulu, l'Angleterre et la Première Ligue pour cette année, pour se montrer. Puis même en 2e division anglaise, on l'a les joueurs qui sont très bons et ça se voit et ils se font connaître. Mais moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un joueur que je trouve très fin, qui peut jouer à gauche, qui peut jouer dans l'axe. C'est un jeune joueur, moi je l'aurais pris dans pas mal de clubs de Ligue 1. Je comprends pas pourquoi l'OM n'est pas allé dessus en soutien, je parlais de joueurs en soutien du numéro 9 pour faire redescendre Rabiot d'un cran. Ben, Grönbeck, c'était ce profil-là. Mmh. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire après. Alors à Southampton, en Première Ligue, ça va être très compliqué, mais je pense qu'il peut faire quelque chose de bien. Heu, c'est un joueur très prometteur pour moi. Ouais. Je partage quand même, ton avis. Bon, écoute, de toute façon, j'ai envie de dire, qui est fait, et par rapport au mercato, j'en profite parce que, il y a une news qui quand même vient de tomber. Il y a, Accor Adams qui est parti à Séville. Ça vient de tomber, de la part de Fabrizio Romano, donc je ne sais pas trop, si c'est, une bonne nouvelle pour Montpellier. Qu'est-ce que tu en penses, Manu? C'est pour l'arrivée de Delors, a priori, qui est sur le retour. Ouais? Heu, Si c'est ça, bon, ça va. Si Montpellier remplace Accor Adams par Andy Delors, Montpellier gagnerait limite au change, pour moi. Parce qu'Accor Adams a des qualités, mais à Montpellier, c'était compliqué. En plus, là, sur les dernières semaines, c'était vraiment mauvais. Delors, tout le monde le connaît, Montpellier le connaît. C'est un joueur, peu importe le contexte, lui, il va être tout le temps à fond, il va apporter ses buts. Donc, Accordam, c'est un joueur qui reste talentueux, c'est un jeune joueur, hein, ça, à Montpellier, pour un buteur, c'est délicat. C'est délicat parce que l'équipe, elle est tellement en difficulté que quand tu joues neuf dans cette équipe, bah, tu pas beaucoup de situations, hein. Mais en plus, il en avait raté sur les derniers matchs, il était vraiment pas bien. Donc au final, bah, Séville, c'est une belle piste, hein, Mmh. pour lui. Et pour Montpellier, c'est pas grave ce départ si Delors arrive. Le problème de Montpellier, ça va être les autres départs parce que là, ça parle de beaucoup de départs. Il y a Adams, mais a priori, il sera remplacé par Delors. Il y a Savanier qui est sur le départ. Il faudra voir. Nordin, qui est sur le départ aussi. Savanier et Nordin, c'est deux armes assez massives pour Montpellier. Donc, on va voir. Mais au final, le move, Accor Adams, c'est l'arrivée de Delors. Ça me convient, sportivement parlant. Ouais. Après, c'est vrai que, bah, j'étais un peu surpris, du montant, pour, 5,5 millions. Ouais. Tu peux pas le vendre plus, hein. Dans une équipe qui était dernière jusqu'à cette journée, qui est avant-dernier, il a pas marqué beaucoup, hein. Il doit être à 3 buts, Accor Adams, cette saison. Même si OK. c'est un jeune joueur, même si c'est un buteur, tu peux pas le vendre plus, c'est pas possible. Mais il peut valoir plus. Ça, je suis d'accord avec toi. Si tu penses qu'il vaut plus, il peut valoir plus dans les Séville peut le valoriser ou un autre Mmh. club. Mais à Montpellier, c'était trop compliqué, et Oui. en plus, il ratait des occasions. Là, il était vraiment plus bon. Il y a le Tamari qui refait surface, qui est très, très bon. Donc au final, ben, il fallait vendre Accor Adams. Et puis, l'arrivée de Delors, ça peut leur faire du bien quand même, dans la course au maintien. Ouais. Mais tu peux pas le vendre plus cher, Accor Adams. Tu peux pas vendre plus cher que 5-6 millions, c'est pas possible. Mais après, faut déplorer quand même que moi, je trouve que les clubs français, franchement, recyclent des joueurs qui ont joué dans 50 clubs de Ligue 1, on voit toujours les mêmes. Ça, souvent, je comprends pas trop ça de pas vouloir essayer de trouver des pistes un peu différentes, tu vois? Enfin, tu prends un mec, qui a joué en Ligue 1
Sa saison en Ligue 1 elle était horrible, tu vois? Il a joué dans 2 championnats où le niveau est super faible. Enfin, je sais pas, je trouve Ouais, vraiment un manque de Montpellier, créativité dans le recrutement, des fois ça me j'ai pas de mots pour ça. Le problème, c'est qui va signer là, alors que vu la situation de Montpellier, c'est ça le truc ouais, aussi. Ouais, c'est sûr, tu vois? Mais ils sont coutumiers ouais, du fait, Montpellier, en plus, hein, de rappeler, un peu les anciens, voilà. non, mais c'est je sais pas. Pourtant ils ont des recruteurs, tu vois? Enfin, je sais pas, ils vont rappeler Gignac, quoi, je sais pas, genre, tu sais, des mecs, faut tourner un peu la page, si tu tentes des trucs, non, Ouais, je sais Ils pas. bah, ont écoute, fait une très très belle recrue et ça je suis content parce que je l'avais vu à la Real Sociedad et je l'avais dit sur Twitter quand je l'avais vu à la Real Sociedad et je sais pas comment Montpellier a pu le faire mais ils l'ont fait, c'est Modibo Sagnan oui, qui est ultra bon depuis qu'il a signé à Montpellier. Il est buteur ce week-end mais il est tout le temps bon ce défenseur central. Ça c'était bien mais enfin tu vois s'il faut aller chercher des idées comme ça à chaque fois, t'as raison, on va pas leur donner des joueurs à chaque fois quoi donc à un moment c'est vrai qu'il faut qu'ils trouvent des idées aussi, ouais c'est vrai. après, on sait que, voilà, c'est pas un budget mirobolant non plus, donc on sait les Non, c'est vrai aussi, problématiques, ouais, ouais. financières de certains clubs, quoi, donc bref, on va pas revenir dessus. Avant de clore, ce chapitre mercato, petite, news de la part de Luca Bendoni, qui est quand même assez connu dans le milieu, qui nous donne l'information comme quoi, Ismaël Koné serait considéré par, Valencia pour un prêt. Donc c'est pas impossible que, Koné, aille chercher du temps de jeu à Valencia en prêt, pour Bah, info. de toute façon, De Zerbi n'en veut plus, hein, clairement. Mais là, les départs, c'est les joueurs que De Zerbi veut faire évacuer. Le problème, c'est que c'est des joueurs qui sont arrivés avec De Zerbi. C'est ça, à un moment qu'il va falloir réduire aussi, diminuer. C'est le Tu pourcentage sais, d'erreur sur tes arrivées. Parce que si toutes tes arrivées, elles finissent par partir 6 mois après, ben, c'est qu'il y a des problèmes, quoi. moi j'ai l'impression Maintenant, que sur Koné, il l'a dit, en conférence de presse, il était pas totalement, investi, ouais, ouais, pour. mais Non, non, De ah! Zerbi a clairement dit qu'il était pas totalement pour son départ. Donc Ah bah si, si, ah si, si, il a dit il a dit que c'était un bon joueur, mais il cherchait des joueurs investis, donc moi je l'ai entendu en conférence de presse, dire que pour Koné, il aurait bien aimé le garder. C'est ah, tout. j'ai pas entendu ça du Ouais, tout. moi j'ai entendu. Ah non, moi j'ai entendu le contraire. Justement, il a dit que, c'était un bon joueur, mais que lui, il cherchait des joueurs investis et qui étaient sérieux et c'est justement, ça refroidit tout le monde en disant: «Ah ouais, mais ça veut dire que vraiment il est pas sérieux, quoi». OK. Bon bah écoute, On vérifiera ça, mais moi c'est ce que j'ai entendu, hein. pas de souci. Écoute, de toute façon, ça enfin, les éventuelles rumeurs, si on peut appeler ça des rumeurs, sont claires. A priori, en plus, on peut pas dire qu'il joue souvent, donc je crois que c'est clair. Ah, dans la nouvelle ère de l'OM, c'est De Zerbi qui fait les choix, qui l'OM a laissé le pouvoir à De Zerbi. Donc a priori, là, tous les mouvements qu'il y a, que ce soit de départ ou arrivée, c'est fait par le coach, en accord avec Benassia, évidemment. Mais si un joueur part, c'est clairement que bah, De Zerbi n'en veut plus. C'est ça qui se passe. Ouais, ouais. Bah écoutez, pas de souci. Moi, je vais essayer de retrouver où il fait cette annonce pendant que, je vais vous lancer sur, le prochain, sujet, les amis. On parle pas de Sage? Bah, si tu veux, mais bon, pour moi, Non, c'est quand même. on peut en parler pendant le Strasbourg, non, le Nantes-Lyon, pardon, si tu veux. Allez, allez. Ouais. Comme ça, je vous lance sur la L1, avec, évidemment, bon, 1 match, on va parler, d'un match qui est d'ailleurs que j'ai vu en temps réel, si je puis dire, puisque j'étais au stade, n'est-ce pas? Un petit PSG Reims, avec, bon allez, je me fais plaisir, désolé les amis. La petite musique qui va bien, forcément, et j'ai tellement de choses à dire, mais c'est pas le moment parce que sinon, Yersen, il va me taper sur les doigts si je prends trop de temps. Mais j'étais, très content que, le stade de Reims arrive à égaliser, et sur ce, je vous laisse la parole les amis, je vais chercher la fameuse information sur Koné. Qui veut prendre la parole? Allez, Vas-y vas-y. Fab. Et ben, écoute, moi j'ai une théorie, c'est que en fait, le PSG a des matchs où enfin, pas dire, mais qu'ils considèrent moins, tu vois? Et du coup, ils se laissent clairement aller. Je trouve que c'est flagrant. Tu sens que bon,
Ça les dérange pas de perdre des points comme ça, enfin qu'ils se battent pas à fond, ce qui est perturbant, tu vois? Parce que tu vois, contre City, ils sortent un match, enfin vraiment, très fort, offensivement, enfin c'était niveau Ligue des Champions et là, ça me choque un peu cette différence de niveau et bon après le match de Kvara, tu vois, je vais pas juger parce que c'est vraiment très tôt, tu vois? Mais ouais, c'est des débuts intéressants, faut qu'il se mette un peu dans l'esprit de l'équipe, tout ça, il va devenir plus à l'aise, tout ça, on va plus voir avec le temps sa technique, tout ça. Par contre, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est ce qu'on j'ai déjà dit en plus, on avait parlé avec Manu, c'est Luis Enrique qui essaie de faire le Guardiola en mettant des joueurs pas à leur poste, mais ça marche pas en fait, tu vois? Genre, Zaïre Emery qui joue latéral droit, je comprends pas, tu vois? Genre, je vois pas l'intérêt, mais pour moi, c'est un match qui veut pas dire grand chose, tu vois? Ils ont fait match nul, voilà. Par contre, ils prennent beaucoup de buts, ça c'est à noter, mais ils sont pas plus inquiets que ça, donc je pense que ça changera pas grand chose. Après, je suis étonné qu'il ait fait jouer autant de titulaires par rapport, au match contre Stuttgart, ça m'étonne un peu, mais c'est quand même une équipe qui est en confiance, tu vois? Je pense que c'est plus anecdotique comme match, pour moi. Ouais, bah, effectivement, c'est un match, en demi-teinte, si on peut dire et puis, bon, j'étais très heureux d'entendre, pendant que le speaker, énonçait les joueurs qu'il y avait encore un petit Kang In Lee d'aligné. Voilà, c'est le joueur fétiche, de Manu évidemment et et du coup, bon, j'ai trouvé quand même que le PSG, comme d'habitude en fait, hein, sérieux on va dire, mais avec le match de City, forcément il avait fait souffler, certains cadres. Mais voilà, vas-y Manu, je te laisse en parler. Ben, c'était un contexte très particulier quand même ce match parce que c'est entre City et Stuttgart donc moi je trouve pas tellement que le PSG se relâche souvent, c'est justement c'est assez rare cette année. Leur parcours en Ligue 1 est très bon, mais là clairement sur ce match-là, oui, il y a eu beaucoup moins d'intensité, beaucoup moins d'envie. La première période est vraiment mauvaise, heu, quand il y a pas Hakimi ou Nuno Mendes, bah, c'est les solutions à ce poste, elles n'existent pas. Il y a pas de latéraux remplaçants derrière Nuno Mendes et Hakimi. Donc au final, à chaque fois, il invente des trucs. Zaïre Emery à droite, João Neves à gauche, Beraldo à gauche, des trucs qui ne tiennent pas à haut niveau, mais bon, en Ligue 1, ça bricole, quoi. Mais le PSG n'a pas abordé ce match avec la même envie, mais c'est presque pas grave, j'ai envie de dire, déjà, parce que comptablement, même en ayant pris un point, c'est déjà un point de plus que l'OM ce week-end. L'avance sur Monaco, elle est conséquente. Donc au final, leurs deux matchs de Ligue des Champions sont tellement importants pour la saison que s'ils ratent que ce match-là, c'est pas très grave. Là, ce qui va être important pour le PSG, ça va être après Stuttgart en Ligue 1. Mais ce match-là, entre les deux, entre City et Stuttgart, moi je l'ai bien aimé Kvara. Il est décisif. Après, c'est vrai qu'il peut faire beaucoup plus, hein. Mais il est décisif. Déjà, il est passeur décisif sur le but de Dembélé. Et tu sens qu'il a envie d'éliminer, d'aller vers l'avant. Moi, je trouve ça très intéressant. J'ai détesté Gonzalo Ramos. Et d'ailleurs, le PSG l'a dit après le match en disant on se rend compte que c'est un joueur qui peut entrer en cours de match quand les adversaires sont fatigués. Ça veut tout dire. Mais titulaire, il n'a pas été bon du tout. Et au final, bah, c'était un petit PSG. Un petit PSG qui a marqué d'abord et puis qui a arrêté de jouer. Alors Reims est revenu et ensuite Reims a mis le bus. Et en défendant vraiment à fond pendant 30 minutes, bah, ça a tenu le un partout. Il y a une situation sur Barcola qui est litigieuse à la fin, mais c'est la seule. Au final, c'est un partout logique. Un petit PSG, mais c'est pas, c'est même, j'ai envie de dire, c'est normal parce que le match important maintenant, c'est Stuttgart. Et après Stuttgart, là, le PSG devra accélérer. Oui, oui, complètement. J'ai, bien aimé aussi, j'en parle, dès maintenant, on va dire qu'il a pas eu grand-chose à faire, Donnarumma, mais je l'ai trouvé, intéressant. Notamment parce que, il est sorti dans ses 6 mètres et qu'il boxe, le ballon, tu vois? Ce genre de choses. Alors que c'est quelque chose qu'on pointe souvent du doigt. Hem, ouais, sur la frappe de Nakamura, il peut pas faire grand-chose, il a un défenseur devant lui, ça le masque. C'est quand même, presque à bout portant. Donc c'est compliqué de faire quoi que ce soit sur cette frappe. Mais oui, moi j'ai senti quand même qu'il y avait une baisse de régime, forcément, enfin
C'est logique parce qu'il y a pas de concurrence, en fait. Donc tu sais que, bah, si ça fait match nul, c'est pas grave. Tu as pas besoin de forcer ton talent, voilà. J'ai trouvé des joueurs bien remuants, Désiré Doué notamment. Donc je l'ai vu, hein, parce que, quand on est au stade, on voit des choses qu'on voit pas à la télé. Je l'ai vu faire énormément d'appels, énormément de courses, en fait. Donc voilà, forcément, je pense que, s'il y en a bien un qui est motivé pour, garder sa place, c'est lui. Et après sur Reims, bah, j'ai trouvé Yehvan Diouf très bon. Il a sorti au moins 2 arrêts décisifs de mémoire. Donc franchement, j'ai envie de dire, chapeau parce que j'aime beaucoup ce gardien de but. Et puis après, ouais, comme tu l'as dit, bah, la strat, c'était, de pouvoir, revenir dans ce match après l'ouverture du score. Pour moi, elle est un peu chanceuse parce que c'est un ballon contré, l'ouverture du score, même si elle est méritée, hein, je dis pas, hein. Mais pour moi, de là où j'étais, la frappe de Dembélé est contrée, alors peut-être que j'ai mal vu. Je sais pas si quelqu'un l'a vu? Ouais, ouais, elle est contrée, elle est contrée. Ouais, elle Ouais, est elle est contrée, contrée, je hein? crois, ouais, ouais. Tu bien Je sais oui, pas si oui. elle est cadrée ou pas, mais elle est contrée, c'est ça Ouais, ouais. qui surprend un peu, Diouf. Mais oui, oui, c'était assez généreux pour le PSG de marquer. En deuxième période, c'était mieux quand même. Le PSG a Mmh. accéléré. Il y a plusieurs occasions, tu l'as dit, les arrêts de Diouf, c'est en deuxième période, mais globalement, ça n'a pas suffi et le un partout est logique. Dembélé, il score pas mal quand même, hein. Franchement, 8 buts, je crois, sur, ces derniers matchs, c'est Ouais, franchement, mais il là, peut mieux autant on faire, hein. critiquait et tout, mais là, 8 buts, vraiment, non. c'est pas fantastique pour le nombre d'occasions qu'il a, quoi. Tu Oui, vois ce que c'est je veux dire? sûr, mais c'est vrai que c'est S'il avait un à voilà. la enfin, franchement, on va pas se mentir, ce serait un top joueur vraiment mondial Oui, s'il avait la finition. Enfin, clairement. c'est évident, Mmh. tu vois? Et puis on en a pas parlé, mais bon, il y avait, la titularisation de Kvara. Moi, j'ai trouvé que, effectivement, c'est quand même déjà intéressant, son impact. Parce que, voilà, même si, encore une fois, il a connu Napoli et c'est pas rien de jouer, là-bas. Et je l'ai trouvé, très bien, en jambes et cetera. Donc ouais, j'ai bien aimé, et puis, il me semble que c'est lui qui fait la passe D. Oui, Donc c'est ça. Mmh. ouais. Mmh. Et voilà, donc intéressant, Kvara, je demande à en voir plus, quoi. Bon, bah, écoutez, si c'est OK pour vous, on va passer au match d'après. Le match d'après, c'est un petit Nice-Marseille. Allez, on se le met quand même ou pas, le petit son? Allez, Pour se réconforter, hein. Je crois qu'il va falloir prendre les armes là pour la prochaine rencontre. ah oui. Il y a besoin de retrouver, quelque chose en fait sur le terrain. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec, ta lecture du match, Manu, parce que je t'ai écouté. Et oui, quand tu fais des débriefs, je t'écoute. Hem Il y a eu des occasions en fait, mais c'était des occasions pas intéressantes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était sur Boulka. Typiquement, Merlin, il tire sur Boulka, enfin bref, il y a eu des tirs cadrés, et il a eu des arrêts à faire, mais c'est pas des gros arrêts quoi, en fait. C'est ça le problème. On faisait des ballons aériens, faciles en fait. Des ballons aériens, Boulka, il a toute la latitude d'aller chercher les ballons, enfin bref. Mais occasion, mais il y a eu un manque de finition énorme, en fait. Typiquement sur la frappe de Merlin, au lieu de tirer, s'il la met à Mopé, c'est une autre histoire. Bref, donc il y a eu, à mon sens, que des mauvais choix. Donc je parle même pas de la défense parce que qu'est-ce que tu veux dire? Hein, je vais pas taper sur l'ambulance Brassier, mais Rouli en sort, ça peut faire très mal si on n'a pas Rouli dans les buts. Balerdi, costaud pour le coup. Très bon match de Balerdi, et puis, après c'est vrai que j'ai été quand même assez déçu du milieu de terrain. Højbjerg, Rabiot, en dessous quoi, je veux dire, j'ai vraiment pas trouvé que, c'était, vraiment le double pivot, qu'on a l'habitude de voir. J'ai trouvé que Rabiot, bah, de plus en plus, il recommence à faire ce que j'ai toujours
détesté chez lui à la Juve et je l'avais dit, mais tout le monde me disait: «Mais non, c'est un top joueur, tu verras». Alors oui, il a eu des éclairs de génie pendant certaines rencontres, oui, il nous a fait gagner des matchs, mais cette espèce de, courbe sinusoïdale où il nous souffle le froid et le chaud pendant toute une saison, c'est quelque chose qu'il a toujours fait à la Juve et franchement et encore plus dans la dernière saison, où il l'a faite de la Juve. Je sais que voilà, je vais encore, une fois, le pointer du doigt, mais il doit apporter quelque chose de plus à cette équipe. Højbjerg aussi, et voilà, donc moi, c'est ce que je retiens de cette rencontre. L les le manque aussi de, bah, d'efficacité des remplaçants. Je veux dire, malheureusement, notre petit Jonathan là, il est plus dans le coup et donc ça m'amène à une question et je vais te la poser à toi Manu. Est-ce que le fait, lorsque on a vu que Jonathan faisait des entrées intéressantes, de l'avoir mis sur le banc pendant plusieurs rencontres, est-ce que finalement, bah, c'est pas, un peu, un train manqué, avec, Jonathan Rowe où il aurait pu, être titulaire potentiellement et rentrer plus souvent dans les matchs? Il peut toujours le mettre titulaire parce qu'il y a un besoin, il y a un manque à ce poste-là. C'est Rabiot qui joue à ce poste-là à côté de Greenwood très haut, mais c'est pas le poste de Rabiot. Et ça se sent partout. Ça se sent parce que déjà Rabiot n'est pas super à l'aise. Il est plus à l'aise quand il est plus bas sur le terrain. Et ça se sent parce que Greenwood et Mopé sont totalement isolés. Ça manque d'un joueur à côté d'eux capable de faire des différences, capable de combiner. Ça peut être Jonathan Rowe, ça peut très bien être lui. Moi, j'ai bien aimé encore son entrée contre Strasbourg. Euh, Personnellement, je trouve qu'il fait des différences, mais j'aimerais bien voir ce que ça donne comme titulaire. Le problème, c'est qu'il ne l'est pas. Donc, ça veut dire que De Zerbi estime qu'il n'a pas les capacités pour démarrer. Euh, Moi, je trouve pas ça normal, honnêtement. Si c'est pas Jonathan Rowe, ça doit être un autre joueur alors. Parce qu'il faut quelqu'un, il faut un joueur. Je parlais de Grunbeck, peu importe. Il faut un joueur en soutien de l'attaquant, à côté de Greenwood. Et l'OM ne l'a pas. Donc, c'est sûr que ça manque. Et pour Jonathan Rowe, là, il n'a pas été bon là, quand il est rentré face à Nice. Mais moi, je l'ai trouvé plutôt bon contre Strasbourg et sur les entrées d'avant. Je trouve qu'il apporte quelque chose dans la vitesse, dans la capacité à amener de la profondeur, des courses. Donc moi, je l'enterre pas, ce joueur, mais on le voit trop peu. C'est ça le problème, c'est qu'on le voit, comme tu l'as dit, il n'est jamais titulaire. Donc c'est un problème. C'est un problème pour lui et c'est un problème pour l'OM qui manque d'un joueur plus offensif, plus percutant devant. Donc j'aimerais bien le voir titulaire, ouais. Et du coup, est-ce que, il a raison de s'entêter, De Zerbi ou pas? Je te le disais, je le maintiens. Il y a des lacunes sur l'organisation actuelle de l'OM. L'organisation tactique actuelle de l'OM, ce n'est pas quelque chose qui est voulu, qui est pensé. C'est quelque chose qui a été fait en réaction au match d'Auxerre. Parce que l'OM avait pris trop de contre, était trop fragile défensivement. Donc il avait installé ce nouveau schéma, il a mis Murillo dans l'axe, il a mis Luis Enrique à droite, il a libéré Greenwood plus haut. Ok, mais cette idée-là, elle n'a pas été pensée dans la durée. Il y a trop de manque. Il y a trop de manque au milieu de terrain dans la création du jeu. C'est pour ça que je veux reculer Rabiot. Il y a trop de manque offensivement à côté de Greenwood et Mopé. C'est pour ça que je veux mettre à la place de Rabiot qui recule un joueur plus offensif devant. Mmh. Euh, il y a des manques sur les joueurs individuellement, ça c'est sûr. On va en parler sur les défenseurs centraux, sur le poste de numéro 9. Il y a des manques purs, mais il y a aussi des manques dans l'idée qui est alignée tactiquement en ce moment pour moi. De Zerbi, moi je ne l'ai pas connu flamboyant avec cette idée de jeu. De Zerbi, pour moi, c'est une autre idée de jeu. Alors je veux bien qu'il sait dire oui, mais avec une idée de jeu plus audacieuse peut-être sur le papier, je prends 4 contre. Et... Oui, mais ça, c'est pas grave. Toutes les équipes ont fait des matchs moins bons dans une idée de jeu. Euh, sur la durée, ça peut fonctionner. Et j'espère, et je trouve ça dommage que pour l'instant, ils ne reviennent pas à quelque chose à quelque chose de différent. Voilà, en reculant Rabiot, en passant à 3 au milieu, en passant à 4 derrière, en rajoutant un joueur offensivement. Ça, je trouve ça dommage, oui. Parce que hier, moi, tu en as parlé, mais hier, moi, ce qui m'a embêté, c'est que c'est vraiment le nombre d'occasions créées par l'OM. Quand tu as De Zerbi comme coach, moi, je m'attends à ce que ce soit une équipe qui crée des occasions. Mmh. Moi, c'est le foot de Zerbi que je connais. Et hier, l'OM n'en a pas créé. Hier, il y a les 2 buts de Nice.
mais il y a surtout 2 énormes arrêts de Rouli en plus, devant Klose et devant Guessant. Donc au final, c'est Nice qui a tout eu. Alors que l'OM soit fragile, je veux bien. Quoique son idée de changement, c'était pour être moins fragile, donc ça fonctionne pas trop. Et en plus de ça, l'OM ne crée pas. Donc moi, ça, tactiquement, ça m'embête. À voir comment il va réagir. À voir comment il va réagir avec le mercato et s'il va rechanger de schéma. Moi, j'aimerais bien. Honnêtement, oui, je le dis tout le temps. Je changerai de schéma, mais après, c'est lui le coach et on verra bien. Yes. Hem, dans cette philosophie de jeu, comment tu te places toi, Fab? Comme dit Emmanuel, c'est vrai que c'est frustrant, d'avoir un coach comme De Zerbi et de proposer, tactiquement des choses comme ça et comme tu dis, en fait, depuis le match d'Auxerre, c'est vraiment là où tu as vu qu'il a changé son plan de jeu en voulant, se sécure, tu vois? Et c'est pas ce que j'attends de De Zerbi et tu te rends compte que, bah, voilà, ça marche pas toujours et enfin, c'est frustrant d'avoir des joueurs de ballon et de pas forcément avoir, la compo qui te met en valeur là-dessus. Après, tu peut-être pas tant de joueurs que ça qui peuvent créer des occasions, tu vois? Surtout, tu vois, la compo d'hier, tu Rabiot, OK, Greenwood, mais Greenwood, il fait jamais de différence. Maupay, pour moi, il crée pas d'occasion parce qu'il est bon dans le jeu, mais c'est un joueur très limité et surtout, en fait, tu pas de latéraux qui peuvent te créer des dangers offensifs. Moi, c'est ça qui me perturbe. Donc je pense que De Zerbi fait pas forcément les bons choix tactiques, mais après, je suis pas sûr qu'il ait forcément tout le vivier pour mettre, ce qu'il souhaite en place, tu vois? C'est ça aussi. Si on est pragmatique, on peut se dire, ok, il a rajouté un défenseur central. euh, si jamais je te dis, ouais, mais l'OM doit jouer avec 2 défenseurs centraux, on va me dire, mais t'es fou. Déjà, c'était compliqué, on en a pris beaucoup contre Auxerre, etc. D'accord, mais là, il joue avec 3 défenseurs centraux et c'est toujours aussi compliqué. Donc, en fait, la sécurité qu'il a voulu installer, elle n'est pas forcément opérante, elle n'est pas forcément bénéfique. Déjà, ça, c'est une chose. Et sur les latéraux, le schéma là qu'il a en ce moment, c'est censé mettre plus en valeur Merlin et Luis Enrique que si tu jouais à 4 à plat derrière avec 2 défenseurs centraux. Où là, avec 2 pistons à 3 dans l'axe, tes 2 pistons, ils peuvent être beaucoup plus hauts. Et même comme ça, Luis Enrique et Merlin à gauche ne sont pas décisifs et ne sont pas impactants. Donc en fait, tous les avantages de ce changement, ben, moi je ne les vois pas. Je ne comprends pas l'intérêt de continuer là-dessus. S'il estime que c'est plus solide, pourquoi pas? Mais moi, le match d'hier, ça m'a pas montré ça. Par contre, ce que je vois depuis plusieurs matchs, c'est que l'OM a beaucoup de mal à créer offensivement. Lille, Strasbourg, Nice, et ça, pour moi, c'est un problème ça vient des 3 défenses centraux. Alors on va me dire, oh, mais si t'en enlèves un, on va en prendre 8. Bah non, je pense pas. De toute façon, tu peux pas faire pire défensivement que ce qu'il y avait hier. Donc, à mon avis, il doit changer. Mais ça, Et c'est est-ce une compo, en que fait, où bon, c'est vu, hein, mais Nuno Tavares et Klose, il sera à l'aise dans ce genre de compo, tu vois? Et ce serait bon, en fait. Je pense que les latéraux oui, qu'il a, enfin, c'est c'est pas les joueurs qu'il y a vraiment, tu vois? Et surtout, il a mis 3 défenseurs, centraux, mais tu en as 2 qui sont enfin, on va parler vulgairement, qui sont nuls, en fait, tu vois? Il faut dire les termes, tu vois? Genre qui ont ouais, pas il y le a niveau aussi, de On voilà. enlève un nul dans ce cas-là. Ça te fait un nul de moins. Alors, oui, tu vas me dire, oui, mais ça te fait un défense central de moins. Mais s'ils sont pas bons, enlève-en un. De toute façon, ils rajoutent un joueur ailleurs. C'est ça que moi je me mmh, dis. C'est vrai. après, enfin, pour moi, il faut pas oublier que, ce que demande De Zerbi, c'est très clair. C'est de l'intensité, du pressing, des duels et il y a rien eu de tout ça hier. Donc si tu mets en place des choses avec ton équipe et qu'elle veut pas, le faire, tu auras beau mettre n'importe quel schéma tactique que tu veux, c'est pas possible. Je suis d'accord. Et on peut aussi rajouter que si Brassier n'est pas aussi mauvais en ce moment, il n'y a pas le premier but, parce que le premier but, c'est Brassier tout seul. Mmh. Mais en dehors de ça, l'OM doit être capable de faire mal. Et là, en ce moment, je ne sens pas l'OM capable de faire mal. Contre Strasbourg, j'ai senti une domination, j'ai senti une capacité à jouer haut, à gagner les duels pour conserver le ballon, à le récupérer assez vite. Mais ça n'aboutissait à rien, à part avec les changements en toute fin de match, avec la situation de penalty. Mais sur la globalité du match, l'OM n'a pas de capacité à faire mal. On va en parler tout à l'heure, mais quand je vois Monaco avec son schéma actuel, euh, Rennes peut en prendre 7, hein, c'est pareil. Donc, cette capacité à être agressif dans la surface adverse ou à faire mal offensivement, ben, actuellement, je la sens pas à l'OM. Ça,
ça ne dépend pas que de ça, ça dépend aussi d'un numéro 9, on en a parlé, ça dépend d'un joueur en dessous, à côté, qui va remplacer Rabiot, qui va redescendre d'un cran, ça dépend de plein de choses. Mais le schéma actuellement, moi, c'est pas celui qui me plaît, c'est pas celui que je connais chez De Zerbi, même s'il l'avait déjà fait. Mais quand il l'avait fait, ça n'avait pas fonctionné avec Brighton. Euh, moi, c'est pas sur quoi j'ai signé à la base quand De Zerbi arrive à l'OM. J'entends que tu peux faire d'autres choses, mais ce que je vois actuellement, c'est pas ce sur quoi j'ai signé. Donc je suis un peu frustré. Ouais. Bah, écoute, tu me tends la perche, Manu. Alors on va y aller. Je pense qu'on va partir sur un petit, Monaco-Rennes. Voilà, on a discuté de l'OM bien comme il faut. Passons à Monaco. Allez Monaco! Mais oui, mais quel match, mon Dieu! Et quel but! Ah Cliouche. Je vais pas revenir sur le fait que certains le mettent pas dans le 11 type, mais bref. Ah et ça c'est du foot, ouais, effectivement. J'aimerais bien que l'OM, nous fasse vibrer aussi sur ce genre d'action. Allez Manu, je t'en prie, l'honneur est à toi. Bah, c'est du génie, c'est du génie. Son but, c'est le plus beau but de l'année. Mais je te le disais, après Montpellier, je te le disais qu'il avait sorti, quand il fait ses changements, il sort avec Lewis, le seul joueur, je t'avais dit, avant ce match-là, le seul joueur qui est capable de changer un match individuellement. Bah là, il l'a pas changé. Là, il a fait un retourné scorpion, je sais pas ce qu'il a fait. Il a envoyé un missile en étant à 5 mètres en l'air. Hutter a dit c'est Zlatan, mais c'est exactement ça. Sauf que c'est Zlatan, sauf que lui, c'est un numéro 10. C'est-à-dire que c'est un joueur tout frêle, tout fin, qui est capable de te sortir des ciseaux. Enfin bref, c'est un génie. Mais Monaco, c'est très bien. C'est très bien, enfin, parce que ça avait été très nul. Donc, c'est là le désavantage d'une jeune équipe. C'est un peu des princes, des sénateurs qui ils sont tellement faciles que ça peut être nul pendant 6-7 matchs et être très bon tout de suite après. Et là, c'est le cas. Ça a été bon contre Aston Villa. Et moi, j'ai trouvé ça très bon contre Rennes, avec des manques encore. Sans Singo, c'est plus fragile défensivement. Offensivement, il y a beaucoup de ratés encore parce qu'ils se précipitent un peu. Mais là, déjà, ils ont envie de jouer ensemble. Ils ont envie de faire marquer l'autre. À chaque fois que Biret faisait un appel dans la profondeur, il était servi. À chaque fois qu'Akliou, je demandais le ballon, il était servi. Ça, toi, le ballon, il courait. C'était pas comme le match face à Montpellier où avant, où chacun essayait de tirer au but. J'ai beaucoup aimé. Monaco marque 3 buts, il y a 3-2, mais s'il y a 6-2, c'est pareil. Honnêtement, le nombre d'occasions, il y a une barre transversale. Il y a 2 arrêts de Samba. Il y a 2 occasions ratées à côté. C'est assez monstrueux, là, la force de frappe que j'ai retrouvée enfin. Moi, je suis très content. Je suis très content de ce que j'ai vu. J'espère que ça va continuer. Face à Auxerre, la semaine prochaine. Il y a le match à l'Inter, mais le match face à l'Inter cette semaine, c'est plus anecdotique parce que ça va montrer le niveau qu'il y aura ensuite sur la prochaine phase, on va en parler. Mais je suis très content. Et attention, parce qu'en ayant raté 7-8 matchs, Monaco est à 3 points de l'OM. Oui, Donc ça montre que si l'OM ne règle pas des problèmes, Monaco sera plus fort. Même en étant sur un rythme de sénateur, en accélérant quand ils ont envie. Donc attention, parce que je te l'avais dit, si Monaco a envie de marquer 4 buts par match et de gagner tous ces matchs, ils vont le faire, comme l'année dernière quand ils ont fini deuxième. Visiblement, là, ils ont eu envie. Donc ça fait des dégâts. Maintenant, le score est assez serré parce qu'il y a toujours des lacunes défensivement. Kerrer donne un but, il rate un dégagement. Ça, j'arrive pas à comprendre comment tu peux rater un dégagement, mais ça arrive. Il rate un dégagement, donc il y a le but de Guiri. Et puis en fin de match, c'est tout petit peu poussé, mais globalement, c'est ultra logique. Rennes a trop de lacunes. Ils ont concédé 9-10 occasions nettes. Donc, victoire logique de Monaco. Et Monaco qui revient très fort dans la course. Pour moi, qui va revenir très fort dans la course. Il y aura une course avec l'OM, je pense. oh oui, ça pour sûr. Bon et de ton côté, Fab? Bah, après voilà, Manu a tout dit sur le match, mais c'est vrai que Biret, j'étais étonné parce que je le pensais pas aussi bon dans le jeu. Quand les passes, ils sont toujours bien précis, bien cadrés et Et tu fait c'est une vraiment intéressant talonnade. ce qu'il fait. À Tu un dit moment quoi? donné Excuse-moi, là j'ai pas là entendu. et à un moment donné, il fait une talonnade dans la course. Oh là Non, non, là. c'est Il sort le jeu, hein. ouais, Il le c'est ça sent bien, hein. exactement. C'est tôt pour dire ça, mais franchement, ça sent le bon match, tu vois, le bon choix. Mais après, ouais, peut-être la défense a été un peu en dessous. Je trouve qu'erreur, comme disait Manu, pas top niveau, mais le score, ouais, peut-être pas à la suite du mi-match. Non, franchement, Monaco, c'est très puissant et voilà, je pense que c'était étonnant même qu'ils aient perdu autant de points dans des matchs, bizarres, hein. Pourquoi ils ont pas été bons? Bah là, Ouais. en soi, c'est une équipe qui devrait largement rivaliser avec le PSG, tu vois? Ils sont pétris de bons joueurs. Bon, avec nous, c'est facile de dire ça, mais non,
Et oui. Zakaria, quand il est sorti à, je crois, à 58e, si je me trompe pas, tu sentais un peu la différence. Genre, tu sens que quand il est là, c'est beaucoup plus posé, ça va, ils Ouais. sont assurés, mais ils ont des joueurs très importants. Après, le truc, c'est le problème, c'est quand ces joueurs sont pas là, bah, tu vois tout de suite la différence. Tu vois, quand ils jouent pas, quand Zakaria est blessé, bah, c'est plus compliqué. Quand... Bon, là, ils ont trouvé leur neuf, c'est bon, là, ils vont plus mettre celui dont j'ai oublié le nom que j'aime pas, là. Vous allez m'aider, c'est. Il est Nikena. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais franchement, là, ils ont bien Non, mais il a compensé. 18 ans, il est Nikena, il faut pas tomber Ouais, dessus. faut pas le griller, ouais. 18 ans, c'est vraiment un bébé, hein. Ouais. Et Mbappé aussi, vous il êtes avait 18 ans d'accord, à l'époque. Ouais, mais on peut comparer personne avec Mbappé, sinon c'est pas ah, Non, sympa, là. compare pas. Non, mais sinon, est-ce que vous êtes tiens, je vais poser la question à Manu. Est-ce que tu es d'accord pour dire que, Zakaria, c'est, Tchouaméni prime, au final? Ouais, moi je le trouve même plus fort que Tchouaméni. Ouais? Très Je parle honnêtement. prime, hein, prime quand il était à Monaco. Ah! Oui, parce que là, au Real Madrid, c'est plus compliqué. Oui, oui, ça peut faire penser à ça, mais Zakaria, pour moi, il a plus d'apport parce qu'au-delà d'être capable de récupérer des ballons et de réguler le jeu, il est très intéressant dans son jeu vers l'avant. Et c'est ce qui manque à Mmh. Tchouaméni, c'est d'avoir un impact sur le jeu offensif de son équipe. Zakaria, quand il décide soit de faire une passe vers l'avant, elle fait très mal, soit lui-même d'aller vers l'avant, il est capable d'aller dans la surface adverse et de frapper. Euh, c'est monstrueux, Zakaria, hein. Alors, le seul problème, c'est que c'est monstrueux 2 matchs sur 4, parce que les 2 autres matchs, il est blessé. Il est fragile, il est très Mmh. fragile. Son corps est fragile, mais quand il joue, Monaco est beaucoup plus fort. Beaucoup, beaucoup plus fort. C'est un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, mais c'était un des meilleurs milieux de terrain en Serie A et c'est un des meilleurs milieux de terrain en Première Ligue. Donc, c'est pas tellement une surprise, hein. C'est un joueur Oui, qui a joué au très très haut niveau. C'est un peu dans l'état d'esprit. Holberg, c'est pas une découverte parce qu'Holberg a été très fort en Première Ligue. Zakaria avait été très fort avant aussi. C'est le très très haut niveau, hein. Oui, oui. Ça peut En faire penser à Bundesliga ça. aussi, hein. En Hein. Bundesliga, il était trop fort. Ah, mmh, Mönchengladbach aussi. ouais. Ouais. Aussi. Donc, c'est des joueurs qui, c'est pas une surprise, c'est pas des découvertes. Toi, Lamine Camara, c'est une découverte. C'est un joueur qui vient de Metz, qui est plus jeune, qui est en progression. Lamine Camara qui a été Mmh. monstrueux. Mais Zakaria, c'est le top niveau. C'est le capitaine, c'est une certitude en fait. Quand Zakaria est là, Pablo a dit, quand Zakaria est là, Monaco est beaucoup, beaucoup plus fort. Ça n'a rien à voir. Il C'est est, sûr. c'est le meilleur joueur. Honnêtement, alors il y a Akliouche, mais Akliouche, c'est pas pareil. Akliouche, c'est de la création, c'est du génie. Mais Zakaria, c'est le joueur qui équilibre tout. Quand tu as Zakaria au milieu de terrain, tu es beaucoup, beaucoup plus fort avec et sans ballon. Et oui. D'ailleurs, il y a bientôt, une confrontation, avec le PSG, il me semble. Ah ouais? C'est. Il C'est y en a quand? déjà eu deux, là. Laisse-nous tranquille avec le PSG. Tu veux qu'on joue le PSG toutes les semaines ou quoi? Ouais? Il y en a déjà eu deux. Allez! Monaco a perdu les deux. Qu'est-ce que tu veux? Attends, ils ont joué 2 fois? Oui, Ouais, 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 ils ont le joué match 2 aller, fois, ouais. le Monaco a perdu 4-2 en Ligue 1 et il y a eu la finale du Trophée des Champions. Ah oui, oui, OK. Mais le retour, franchement, le retour, faut qu'ils tentent quelque chose, hein, je te le dis, moi. Mais c'est Faut pas pas sur les qu'ils. confrontations. C'est pas sur les confrontations avec le PSG que ça se joue. C'est pas là-dessus. C'est sur les 8 matchs que Monaco n'a pas joué, comme tu l'as dit, pas parce qu'il n'y avait pas d'envie. C'est vrai. C'est sur ces matchs-là que ça s'est joué. Les confrontations contre le PSG, elles ont été assez serrées. Ça montre qu'il y a Mmh. la place. Il y a eu 2-1 pour Monaco longtemps, jusqu'à la 60e en Ligue 1. En Trophée des Champions, Paris marque à la 93e. Il n'y a pas un écart démentiel. Le seul problème, c'est que Monaco n'a pas eu envie de jouer pendant 8 matchs après le match face à Nice, en se disant, bah vas-y, on s'est fait arnaquer un match, on n'a plus envie de jouer. Et après Montpellier, il a fallu gueuler comme un putois en leur disant que c'était pas bien qu'ils avaient les qualités pour faire beaucoup mieux s'ils étaient constants et ils l'ont compris. Donc quand tu allies à la fois la capacité mentale à être constant et la qualité qui ça est déjà présente, tu vas pas leur rajouter de la qualité parce qu'elle est déjà présente, et ben ça fait très mal. Mais le problème c'est que ça peut pas faire très mal et oublier 3 mois dans l'année. C'est pas possible. Et malheureusement c'est ce qui arrive. Et pour, répondre à ta question Manu, c'est le 7 février que, le PSG reçoit Monaco. Voilà, la revanche, la revanche. Ça va être un beau match, ouais. Voilà. Bon écoutez, je sais pas si on a besoin de parler de Rennes, hein, il y a vraiment besoin d'en parler. Sampoli, hein, 10 matchs, 7 défaites quand même. Tu veux dire quelque C'est chose dessus, Fofana qui Manu? en a parlé. Fofana, il en a parlé pour nous, je pense, en disant que la folie, c'était de faire la même chose toutes les semaines et espérer que ce soit mieux. Ça, il a, il a tué Sampaoli. Et il a dit que s'il était coach, il ferait des choses différemment. Bon, bah,
il a tout dit, quoi. Rien ne va dans les choix de Sampaoli. C'était du beurre. Honnêtement, Monaco rentrait dans Rennes comme dans du beurre. Il y avait des occasions tout le temps, tout le temps, tout le temps. S'il y a 3-0 à la 30e minute, c'est pareil, mais globalement, tout le match, Monaco a accéléré en deuxième période, il marque 2 fois. Euh, il y avait des occasions tout le temps. Samba sort 2 arrêts, même si sur le but, il est surpris, mais sinon, il sort des arrêts. Euh, c'est fragile, hein. C'est fragile, Rennes, c'est très fragile. Il y a toujours de la qualité individuelle, donc je peux pas imaginer, c'est impossible pour moi d'imaginer qu'ils vont descendre. Impossible. Mais à force de dire que c'est impossible et de perdre tous leurs matchs, bah, ils sont margistes, là. Donc à un Mmh. moment, on va voir. Ils vont acheter Danso apparemment, peut-être. Ils vont acheter Bollard, ils vont acheter tout le monde. Là, ils mettent de l'oseille, c'est dingue, hein. D'un coup, là, enfin, Bon c'est allez, c'est les amis, bizarre. on va enchaîner, parce Allez. qu'il nous reste encore plein de matchs. Un petit Strasbourg-Lille, si on peut, parler des 2 derniers matchs d'ailleurs assez rapidement, même si on va parler de ça, évidemment. Strasbourg-Lille et Nantes-Lyon. Je Manu, vas-y, je t'en prie. Strasbourg qui a confirmé, parce que Strasbourg a des bons résultats dernièrement. C'est une équipe qui a progressé depuis l'arrivée de Blouko, depuis l'arrivée des jeunes joueurs, des jeunes individualités. Elle a progressé, cette équipe, elle est plus cohérente tactiquement. Et puis, il y a toujours, on en parle toujours, mais je t'en parle toujours, mais les 2 individualités supérieures. Et là, il faut en rajouter une troisième, mais sur le terrain, les 2 individualités supérieures, c'est André Santos et Emmanuel Emega, et les deux sont buteurs face à Lille. En Santos, il met un but de l'au-delà, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il met un but de l'au-delà. Mmh. Pas au niveau d'Akliouche, mais un gros niveau aussi. Lille a dominé, mais au final, Lille a dominé sans faire mal offensivement, sans être dangereux, en marquant un but et puis sans grosses occasions derrière. Et Strasbourg a accéléré 35 minutes en fin de match et a détruit Lille par ses individualités. Et il y a aussi un grand gardien, Petrovic. Tu te souviens, en tout début d'année, je t'avais dit, ah bah, peut-être que le meilleur gardien de Chelsea est à Strasbourg. Et bah maintenant, je le pense vraiment. Le meilleur gardien de Chelsea, il est à Strasbourg. Quand tu vois en plus le match de Chelsea face à City, le gardien là, mais Mmh. c'est pas un gardien qu'ils ont là, c'est quelqu'un qui usurpe l'identité d'un gardien à Chelsea. Le meilleur gardien, il est à Strasbourg. Il est monstrueux. Au final, Ouais. victoire de Strasbourg qui est beaucoup mieux en ce moment, depuis des semaines. C'est séduisant, c'est séduisant. C'est la jeunesse. Et puis il y a une capacité à faire mal offensivement. Et Mega, c'est fort. Et Mega, c'est très très fort, hein. Et oui. Euh, c'est séduisant, c'est bien. Je ne sais pas si vous avez pensé. Moi, j'ai trouvé ça plutôt logique. Bah, disons qu'on a retrouvé quand même, des fondamentaux de Strasbourg du style, la jeunesse qui fait des boulettes et ensuite, Strasbourg qui, décide de monter en intensité et avec, comme tu l'as dit, ben, un but, bienvenu, de Santos qui fait que, ça pousse et puis, bah, ça déroule, grâce à Emega, ils arrivent à faire une petite remontada et tant mieux pour Strasbourg et tant mieux pour l'OM aussi pour Lille, j'ai envie de dire. Après, bon, c'est vrai que, je trouve que, je sais pas comment l'exprimer, mais je trouve que, Lille, c'est quand même, il y a quelque chose qui s'est cassé, depuis, que, Genesio, entre guillemets, fait ses coups de gueule. Tu sens que, depuis cette époque-là, ça joue par intermittence à Lille. Voilà, c'est un peu ce que je peux en dire de cette rencontre. Hop, tu vas nous dire un truc sur cette rencontre? Non, je voudrais juste que, j'ai oublié son nom, l'entraîneur anglais de Strasbourg. Je sais pas si vous avez le nom? Rosenior? Ouais. Franchement, je suis étonné par ce qu'il fait et enfin bref, au premier mi-temps qui était vraiment pas bonne de Strasbourg et là, tu sais, il fait montrer de diacité et dire enfin, j'aime bien ce qu'il fait tactiquement et ça propose du jeu et non, c'est une belle petite équipe qui a pas énormément de moyens, qui a pas des grands noms, mais c'est plaisant. Je sais pas ce qu'ils essaient de créer, donc non, non, c'est bien de voir 60 des matchs millions, comme ça aussi, 60 tu vois? millions, c'est pas rien quand même sur le mercato, hein. Là, sur le dernier mercato, ils ont mis 60 millions, hein. 60? Ouais, ouais, juste sur un mercato. Les Arrête. Nanasi, il y a eu les 2 joueurs de Bordeaux, Bakwa et Mwanga, enfin, même si ça n'a pas fonctionné pour. Il y a eu de l'investissement. 60? Diego Moreira, ouais, ouais, il y a eu beaucoup Oui, oui. d'investissement. Oui, oui. OK, j'avais pas Mais parce OK, que autant pour moi. c'est Bluco, hein, c'est le propriétaire de Chelsea. Donc c'est des moyens qui sont assez OK. importants. C'est la multipropriété comme Lyon, comme Textor avec Botafogo Ah oui, oui, oui. et Lyon, bah, Strasbourg et Chelsea, c'est pareil. C'est le même propriétaire.
propriétaire de Chelsea, et ils ont pris Strasbourg. Alors, dire sous-club, c'est très péjoratif, mais comme un petit peu, tu vois, pour des tests, pour envoyer des joueurs plus jeunes, des Mmh. talents. André Santos, par exemple, c'est un joueur que peut-être Chelsea va récupérer, comme Petrovic. C'est fait pour ça, donc il y a quand même pas mal de moyens, mais là où tu as raison, c'est que c'est pas encore confirmé comme les autres clubs. Avant, Strasbourg, ça jouait le maintien. Aujourd'hui, c'est nouveau le fait que ça joue plus le maintien, ça oui. Non, c'est bien ce Ouais. qu'ils font, mais en fait, on peut se réjouir surtout qu'en Ligue 1, j'allais employer un mot qui est pas adapté, mais pas les terroristes du foot à la Frédéric Hans, les René Girard, les trucs comme ça, c'est fini, tu vois? On arrête de faire le football d'une autre époque, de pas prendre de buts, ça c'est bien, tu vois? On a des petites équipes qui essaient de faire des choses et ça c'est bien, tu vois? Genre c'est pour ça qu'il faut des trucs vont mal dans le championnat, mais ça c'est bien, tu vois? Genre les petites équipes commencent à faire du jeu pendant un long moment, c'était vraiment très rare, tu vois? Tu avais vraiment 1 ou 2 équipes, genre Lorient ou Toulouse Mmh. de Casanova qui essayaient de faire ça, mais là c'est bien, ça devient commun, donc je suis content de ça. Yes. Allez, on enchaîne sur, Nantes-Lyon. Il y a beaucoup de choses à en dire. Déjà, banderole, pour, Anthony Lopez, dans le parquage visiteur. Donc ils ont rendu hommage quand même, à Lopez, Lyon, c'est une bonne chose. Et au-delà de ça, je vais vous laisser parler du match. Qui veut commencer? Vas-y, Vas-y, Fab. bah, j'ai commencé. Bah, tu vois, franchement, au début, j'ai trouvé que Lyon a fait quand même un bon match, quand même, pour une grande partie du temps. Le premier but, je crois que c'est Tagliafico qui refait la passe, tout ça, en une touche. Onoama, ouais. C'est ça, ouais, c'était impressionnant, c'est allé vite et ils auraient pu marquer plus de buts. Enfin, même Tolisso, qui était souvent pas bon, était je sais pas, ça allait vite vers l'avant, je trouve ça intéressant, ça tenait pendant longtemps défensivement. À la fin du match, tu sentais qu'elle se relâchait et je trouve que le nul est pas trop mérité, mais c'est frustrant quand même parce que Lyon, tu sais, offensivement, ça a vraiment une grosse puissance. Ils ont pas eu trop de points bêtement, vraiment, c'est terrible et je trouve que Nantes, voilà, ils ont eu un regain d'énergie en fin de match, au niveau de la performance, mais Lyon pourrait vraiment, gagner plus de points, tu vois? Parce qu'ils ont vraiment des joueurs de ballon, des joueurs très forts. Ils ont pas toujours au niveau, mais Tagliafico, des joueurs comme ça, moi je trouve que c'est vraiment, intéressant et non, franchement, c'est frustrant. C'est pour ça qu'il faut c'est peut-être une bonne chose de trouver un autre coach parce qu'avec l'effectif qu'ils ont, puis tu Almada qui va arriver, enfin, qui est là, tu vois? Tu peux viser quelque chose, hein, franchement, non, c'est plaisant. Oui, bah, pour, ne pas aller dans ton sens, Fab, c'est vrai que la seconde mi-temps, il y a quand même eu 5 tirs cadrés pour, Nantes, Mmh. dont, 4 arrêts, du gardien, forcément. Donc, on peut dire que, en seconde mi-temps, ils ont, laissé, les Nantais, se réveiller, en fait. Et c'est le problème, de l'OL ces derniers temps, c'est qu'ils marquent pas assez de buts pour enfoncer le clou et ils laissent potentiellement l'adversaire revenir. Qu'est-ce que tu dis, Manu? Ouais, c'est la deuxième période est un petit peu moins bonne. Bah, c'est le match qui scelle le sort de Pierre Sage parce que là, il vient d'être licencié ce soir. Je trouve que c'est précipité. C'est précipité parce qu'il y a un Marseille-Lyon la semaine prochaine. C'est le prochain match de Ligue 1 et Lyon va aborder ce match sans aucune certitude. Donc je trouve ça compliqué. Mais bon. Face à Nantes, il y a eu, comme Fab l'a dit, il y a eu un vrai manque de réussite parce que Lyon a longtemps dominé ce match et ça n'a pas fait assez mal. Il y aura un poteau, c'est pas de chance, mais globalement, Lyon ne fait pas assez mal. C'était déjà le cas face à Fenerbahçe cette semaine, il y a 0-0 et Lyon a eu des occasions. Je pensais que l'entrée de Mikotadze allait vraiment plier le match, mais il a raté. Je savais qu'il allait avoir des occasions, il les a eues, des occasions nettes, et il les a vendangées. Donc même lui, dans sa tête, il n'est pas au top. Donc il y a une vraie incapacité à faire mal offensivement, comparé à Monaco par exemple, et tu le sens. Et le problème, c'est qu'en face, il a suffi d'une fois que le duo supérieur se trouve, Moses Simon et Mostafa Mohamed, et tu l'as dans l'os, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé, 90e, et après tu peux plus rien faire. T'as plus le temps. Donc c'est le match de trop pour Textor, qui est très impatient, visiblement. Euh, Si c'est Fonseca, je serais quand même un peu rassuré parce que j'aime bien ce coach. Mais le problème, c'est que là, tu as une fin de saison à finir et que t'as aucun. Le coach, il connaît pas les joueurs, il découvre tout et il a des matchs décisifs qui sont là. Donc je trouve ça compliqué. Compliqué. Maintenant, oui, il y avait des manques. Fab l'a dit, il y avait quand même des manques. Euh, on va voir. On va voir ce que fait Fonseca. J'ai hâte de voir ça. Mais c'est risqué, hein, parce que Lyon avait de quoi, encore là aujourd'hui.
se qualifier en Ligue des Champions, donc c'est un vrai risque. Il y Mmh. avait vraiment besoin de cet argent en Ligue des Champions. Si Fonseca met un peu de temps à découvrir ses joueurs, à savoir ce qu'il veut mettre en place, bah, Lyon aura perdu la bataille à la Ligue des Champions parce que là, je vous assure que Monaco, s'ils sont sérieux, ils vont plus rigoler là. Ils vont prendre beaucoup de points. L'OM, s'il y a quelques renforts et si De Zerbi trouve des solutions, ça va prendre des points. Donc au final, il restera plus de place. Donc compliqué, compliqué pour Lyon. Totalement. C'est vrai que moi, je m'y attendais pas, effectivement, lourder Pierre Sage à ce moment, en fait, de la saison. Hem, je sais pas s'il y a un bon moment, en fait, pour le faire, mais heu, vu ce qui s'est passé l'année dernière et vu la dynamique, en fait, qu'il y avait, faudrait que, le vestiaire et les cadres aient lâché Pierre Sage. Heu, est-ce que c'est le cas? Je me pose quand même des questions, par rapport à Lacazette. Pour le coup, Lacazette, c'est une énigme pour moi parce que on le voit bien, hein, il est vraiment en dessous de ce qu'il est capable de faire. Donc est-ce que, tu penses, Manu, que ce serait possible que Lacazette ait lâché, Pierre Sage? Bah, j'ai pas eu cette impression honnêtement. C'est une possibilité, hein, heu, mais j'ai l'impression que la Lacazette est surtout dépendant d'un jeu offensif qui était pas assez fort. Moi, quand je regarde Fenerbahçe et Nantes, je me dis que les joueurs n'ont pas lâché. Je pense que c'est vraiment Textor qui est trop, tu sais, ça se voit dans ses interviews, dans sa manière de faire les mercatos, il est ça se voit qu'il est, tu vois, c'est plus un businessman qu'un amoureux du foot. C'est sûr. Il est impatient, il a envie d'avoir des résultats, il s'en fout un peu du contexte. Ouais, il y va avec ses gros sabots, quoi. Donc, Harry Kane, hein. ouais, Oui, tu vas pas te faire oui, des oui. amis, tu peux pas aller aux États-Unis. Non, j'aime bien un peu, mais genre, c'est vraiment ça, il veut du Oui, divertissement, du tu raison. Il est très impatient et a envie d'avoir du concret tout de suite. Et là, comme ça a patiné, là, c'est vrai que ça a patiné un peu. Mais le problème, c'est que ça a patiné alors que l'OL était en course pour tout, quoi. En Ligue Europa, c'est bien. Euh, en Coupe, bon, en Coupe, ils sont éliminés, ça c'était honteux. Mais en Ligue 1, ils pouvaient se qualifier encore via la Ligue des Champions. Pour la Ligue des Champions via la Ligue 1. Donc c'est un risque, c'est un vrai risque, hein. Mais le fait que ce soit Fonseca, ça me rassure un peu quand même. Euh, Ah, c'est pas fait J'espère. encore. Ouais, mais ça devrait être lui. Ce que je pense, c'est qu'il a attendu que Fonseca dise oui pour activer le levier de Sage. Euh, D'accord. je pense que ça va être officialisé demain, Fonseca. Normalement, on verra, mais ça devrait être ça. J'espère en tout cas qu'il n'a pas fait ça sans avoir le coach derrière. Ça, pour le coup, ce serait vraiment un truc de fou. Euh, je pense qu'il a attendu que Fonseca réponde. On verra. Mais c'est risqué parce que si Fonseca ne se qualifie pas, on va dire oui, mais Fonseca, il n'a pas eu de mercato, il n'a pas eu le temps, et Lyon aura raté ses objectifs. Donc c'est vraiment, c'est pas idéal. Quand tu demandais un moment idéal, c'est l'été. C'est l'été parce que tu as un mercato, tu as des matchs amicaux, tu as un mois de préparation. C'est vraiment le moment idéal. Là, ça peut retomber sur Fonseca alors qu'il n'aura pas eu de mercato, il n'aura pas eu de match de préparation. Là, direct, c'est Marseille-Lyon, et ensuite, c'est des matchs ultra décisifs. Donc compliqué. Tu vois arriver dans quelques mois, Fonseca se fait lourder comme à Milan ou pas? Parce qu'il n'aura pas réussi les objectifs, mais ça ne sera pas de sa faute. S'il ne réussit pas les objectifs, c'est limite normal, j'ai envie de dire, parce que le temps de connaître ton effectif, de connaître tes joueurs, de savoir comment tu veux jouer, à quel poste chaque joueur est le meilleur, ça prend un peu de temps. Bah ouais, sur le marché, il y a vas-y, Nuri Sahin qui est disponible comme entraîneur, s'il faut sinon. et peut-être qu'il y aura ouais, vous rigolez, mais peut-être qu'il va y avoir Coglou aussi bientôt, Ouais, hein? c'est vrai en plus, ouais. Et les mecs, que là, Tottenham, on va peut-être pas en parler ce soir, mais c'est chaud, hein? Chaud les marrons quand même, hein? Ah ouais, c'est pire depuis bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça chez eux, c'est vrai. Avec un effectif comme ça, ouais. Ouais. On va prendre Son, problème, ils prennent pas Son, ce serait bien comme ça, tu vois? Ah mais là, tu t'enlèves Son, il y a plus rien, quoi. Tu Oui, dépouilles, c'est sûr. Tottenham. Allez les amis, je vois l'heure passer. On va parler des relégables. Youhou! C'est formidable. Donc, on l'a dit, heu, il y avait Montpellier, mais finalement, bah, Montpellier, il est en train de se refaire la cerise. On a Rennes, voilà, qui commence à se placer pour se dire: «Tiens, et si j'allais en Ligue 2?» Et du coup, on a Angers
qui va mieux. Nantes, bon, qui fait ce qu'il peut. Bah, après on a Le Havre, quoi. Le Havre qui est au fond du trou. Donc bon, je vais pas passer en revue tous les prétendants, mais je pense que là, Le Havre, ça commence à tirer là, hein. Dans toutes les équipes, je peux te sortir au moins 2 individualités supérieures. Au Havre, je peux t'en sortir zéro. Aucune. André Ayew, ça va quand même. Oh, mais André d'aujourd'hui, il est fatigué, hein. Oui, mais il Ouais, aura fait un puis petit peu de bien, pas beaucoup de c'est bien, c'est mais celui qui sauve les C'est celui qui meubles. marque le but contre Lens. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais déjà, il joue vraiment devant et dans une équipe qui le trouve jamais. Et puis lui, il a moins d'impact. Non, ouais, Le Havre, c'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment l'équipe la plus faible de Ligue 1, tout simplement. Montpellier, ça a été longtemps l'équipe la plus faible, mais il y a quand même quelques individualités. Il y a Altamari qui est revenu. Tu en avais parlé en début de saison, Nico, tu avais raison. Il y a Nordin qui a réussi à sortir 2-3 passes décisives et 2-3 buts. Savanier, Modibo Sagnan derrière. Au Havre, il y a pas. Il y a pas. Euh, c'est vraiment aujourd'hui, c'est l'équipe la plus faible. Je vois pas comment ils peuvent s'en sortir en fait. Pour moi, c'est Non. limite impossible que Le Havre s'en sorte, ne descende pas. Et l'écart est très faible, hein, donc c'est possible. Mais dans mon pronostic, bah, Le Havre descend quoi. C'était le cas en début de saison et c'est encore plus le cas aujourd'hui. Euh, c'est c'est l'équipe la plus faible devant. Nantes, il y a quelques individualités, même si c'est faible. Il y a Moses Simon et Mostafa Mohamed qui vont te ramener quelques points. Euh, Angers, ça va beaucoup mieux, tu en as parlé, parce qu'il y a des individualités. Il y a Abdelli, il y a El Melaïli, il y a l'attaquant Esteban Le Paul qui est très bon. Mmh. Euh, Toutes les équipes ont des arguments, mais Le Havre n'en a pas. Et en plus, là, ce qui est frustrant, c'est que le coach a essayé, là, pour le coup, Digard, il a essayé de changer de schéma. Euh, il essaye tout, mais il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a aucun point, jamais. Euh, c'est- ouais, c'est le niveau est niveau Ligue 2, malheureusement. Ouais, ils vont partir en Ligue 2 avec lui, hein. Enfin, je ne vois pas Le Havre, remercier Digard en tout cas, je sais pas. Je suis pas dirigeant, donc Non, tu pas besoin. En vrai, tu peux repartir sur en Ligue 2 et ensuite revenir en Ligue 1 avec plus d'atouts. Ça, c'est une possibilité. Le Havre, l'objectif, c'était le maintien. Ne pas réussir, ça n'a jamais été autre chose que le maintien. Le Havre, c'était le cas l'année dernière. Elsner l'a réussi un petit peu par miracle, mais c'est forcément d'être juste devant celui qui descend, l'objectif du Havre. Donc ne pas y arriver, c'est pas très grave. Ça arrive de ne pas réussir un objectif. Si tu arrives en Ligue 2, ben, c'est très bien. Et tu remonteras. Et quand tu remonteras, là, tu travailleras vraiment pour avoir un effectif et une idée plus claire de ce que tu veux aligner. Euh, Là, aujourd'hui, c'est trop faible. mmh, ouais. Ah oui, ça, c'est sûr, hein. Je crois que on va pas épiloguer là-dessus, est-ce que, Rennes, tu penses que c'est pareil, c'est dans le wagon, ou Ils vraiment vont, il peut y avoir une étincelle? ils vont se sauver quand même. Oui, quand même. Ils ont ils vont Ah ouais, prendre des points et d'autres vont en perdre, mais on dit quand même, mais bon, à un moment oui, c'est vrai que donné, c'est dur de le dire, mais ce serait vraiment peut-être le plus gros flop de Ligue 1 depuis longtemps quand même, tu vas pas je se maintenir avec une équipe comme ça, tu vois? Mais je vous fais le calendrier là. je sais Rennes, même pas, OK, ils jouent contre des gros là bientôt? bah, ça dépend, qu'est-ce qu'on appelle gros? Un Rennes-Strasbourg. Mais ça, c'est ouais, ça c'est ils vont pas gagner contre Strasbourg, hein. Bon, après, c'est un c'est un Saint-Étienne-Rennes. Ouais, non, ça c'est bon, ils vont gagner ça, oui, oui. Bah, Saint-Étienne, ça revient bien aussi, hein, enfin, je sais pas ce que vous en Doucement, pensez, mais j'aime bien le ça nouveau revient coach, moi. doucement, je trouve moi, mais oui. Moi, j'aime Et beaucoup le nouveau coach. Il a des idées de jeu, très intéressantes, je trouve. non, ça c'est Heu vrai, mais et je suis toujours pas convaincu par leur neuf, je le serai jamais, je pense, mais après Saint-Étienne, c'est Lille. voilà, c'est mort là. Après, Lille, c'est Reims. Après, Reims, c'est Montpellier-Rennes. Donc déjà là, ça va être un tournant, parce que Ouais. c'est dans leur championnat pour le coup. Donc ouais, sur tous les matchs là que je viens de dérouler, est-ce que, ils vont en gagner ne serait-ce qu'un? Bah, je sais pas. Franchement, je sais pas. Peut-être Sampoli va pas être gardé, hein, c'est possible aussi, hein, au bout d'un moment. Je sais Il pas. il faut il faut virer Sampaoli et c'est une obligation. C'est une obligation. Les joueurs n'en peuvent plus. Les résultats sont immondes.
Il faut absolument, alors je sais pas qui il va mettre, il va pas rappeler Stéphane encore, mais il va trouver une Non. solution. Il faut qu'il trouve une solution, parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible de garder Sampaoli. Moi, tu vois, instinctivement, j'ai même pas mis Rennes dans les équipes du bas de tableau parce que c'est tellement inimaginable. C'est impossible. C'est pas un flop s'ils descendent. C'est un séisme industriel. C'est une catastrophe industrielle parce que les salaires sont hyper élevés, encore plus des nouvelles recrues. Euh, L'argent investi est énorme, contrairement aux autres qui luttent pour le maintien. Donc, c'est impossible. Je comprends toujours pas comment aujourd'hui Sampaoli peut être le coach de, de Rennes. Il faut qu'il regarde ce qui s'est passé à Séville, hein, quand Sampaoli y est allé, Mmh. parce que quand Sampaoli y est allé, Séville était allé en Ligue 2. Ils y Mmh. allaient tout droit. Et c'est parce que Séville a dégagé Sampaoli qu'ils se sont maintenus ric-rac à la fin de la saison. Il va falloir qu'ils agissent, parce que là, ça va. Il y a peut-être qu'ils ont entendu, ils se disent ouais, mais Monaco, ils ont perdu à Montpellier, peut-être qu'on va aller prendre un point à Monaco, mais c'était impossible. C'était impossible défensivement, c'est impossible. Faire jouer Seko Fofana aussi haut, c'est impossible. Il y a trop de choses qui vont pas. Il y a aucun joueur qui arrive à s'intégrer. Il faut absolument changer de coach à Rennes maintenant. Ouais. Eh ben, vous m'envoyez du rêve là. Ouh là là. Je suis content de pas, supporter le Stade Rennais. Bon et si on parlait, de la Ligue des Champions, les amis? Parce que, Allez, là, on est la tête dedans, mais je préfère, personnellement, entendre, cet hymne. De la Champions c'est le League. plus bel hymne, ouais, Bah, ça. ouais, ça c'est sûr. Alors, retour sur les matchs des écuries françaises. Est-ce que ce sera un 100 en 16e, voire 8e? Qui commence? Vas-y, Manu. Huitième, c'est différent de 16e. Tu as deux matchs en plus. Et deux matchs contre des équipes qui seront pas évidentes. 100% en 16e, oui. J'en suis persuadé. 3 sont déjà qualifiés, 3 sur 4, donc c'est déjà. Alors j'étais nul en maths, hein, mais c'est du 75, c'est du 75%. La quatrième, c'est le PSG qui va gagner contre Stuttgart. Donc oui. Est-ce qu'une équipe va se qualifier directement pour les huitièmes? Je pense pas. Lille peut le faire parce que Lille reçoit le Feyenoord, bah, l'équipe du joueur qui va le recruter, justement, qui est très très bon. Pourquoi pas envisager 3 points et à 16 points, ça peut passer. Donc Lille, pourquoi pas, Lille Feyenoord. Monaco va à l'Inter. J'ai du mal à imaginer une victoire, mais ça peut être une surprise. Et le PSG ne peut plus être top 8. Donc les, Mais les, les, les je 4 viens clubs d'y français en penser, 16e. Hein. mais en fait, s'ils recrutent le mec de Feyenoord là, Ouais. ça serait, bonus pour passer. Comme ça, Je ils sais pas. l'enlèvent du match. Ouais. Ouais, c'est vrai. Oui, mais Feyenoord va te dire on le vend, mais après. Ah bah non, il peut pas parce que le mercato sera fermé, ouais. Ouais. Euh, ouais, bah, C'est c'est un rigolo. problème. C'est un problème parce que c'est un joueur très très important. Je l'ai vu contre le Bayern Munich. C'est extrêmement fort. À Nice, Ah, euh, t'en parles extrêmement pas. fort. Donc, Lille, pourquoi pas. Mais le Feyenoord vient de battre 3-0 le Bayern Munich, hein, donc ça sera pas facile. Hein. Ça sera pas Mmh. facile. Oui. Euh, Monaco à l'Inter, j'espère. Pourquoi pas? On va parler de Monaco à Aston Villa. Mmh. Ça montrerait des ambitions. Si tu bats l'Inter chez elle, ça montrerait des ambitions. Et Brest, on n'en a pas parlé. Je peux pas en parler parce que c'est Brest-Real Madrid. Donc là, tu dis juste Amen et t'espères que Mbappé n'en mette pas 4 et Vinicius 3 et Rodrigo 2 et voilà. Et tu pries et surtout tu t'amuses et tu fais un bon match. Mais tu ne vises pas les 3 points contre le Real Madrid quand tu es Brest. Eh ben, écoute, je crois que tu as tout dit. On verra, ce qu'il en est le 29, donc c'est bientôt. C'est mercredi. Tu veux dire quelque chose, Fab? Vas-y, je t'en prie. Non, non, vous avez tout dit. T'as dit quoi, Manu? T'as dit le PSG va gagner à Stuttgart, t'as dit? Je pense là, oui, tu penses T'es pas? confiant, hein? Ouais, ouais. Non, mais c'est possible. Hein. Non, mais tu peux avoir raison. Hein. Mais moi, c'est mon pronostic. Mais Moi, je s'ils sens perdent, ils un match nul, moi, parce que ça arrangerait les deux, je pense. oui, Mais un Stuttgart, match il nul, va ça jouer les à qualifie fond, hein, je aussi. pense. Hein. Non, mais un match nul, ça les qualifie aussi, donc c'est possible hein, qu'ils se disent. Ça qualifie les deux équipes un match nul. Donc peut-être que les équipes ne vont pas accélérer, vont se dire, quoi qu'il arrive, si en deuxième période il y a 0-0 ou un partout, ok, on reste comme ça. Mais Moi, je on ne va vois voir. pas gagner 3Z ou un truc comme ça, tu vois. Je pense ils peuvent gagner, mais
pense pas qu'ils vont surclasser le truc, tu vois? Parce qu'ils vont quand même avoir un peu de presse et tout, mais du coup, ouais, c'est vrai qu'on peut tomber sur un duel français en 16e ou j'ai rêvé? Ils peuvent pas s'affronter, le tirage, ça reste l'idée que tu peux pas Ah OK, affronter un club du même pays, OK. Mais en 8e, c'est possible du coup? en 8e, ça doit être possible, oui. OK, Soit huitième, soit quart, mais à mon avis, c'est dès OK, les huitièmes, oui. OK. Ouais, pour ce match, Stuttgart, moi je suis, plutôt dans le on fait pas de calcul, on lâche les chevaux et je pense que c'est pas impossible que, en gros, il y ait beaucoup moins de maîtrise des 2 côtés. Mmh. Donc, moi je m'attends plutôt à un match, où, ça risque, voilà d'être bien pour les téléspectateurs, en fait. Ouais, ouais. Je m'attends à ce genre de match parce que là, je pense que les 2 équipes, elles vont c'est bien, faire un match avec de l'intensité, quoi. Voilà. Donc après, le score, je sais pas. Franchement, c'est un gros point d'interrogation. Stuttgart, c'est pas non plus voilà, c'est pas n'importe qui non plus. Donc puis surtout chez eux, ouais, bah, va falloir être costaud le PSG, quoi. De toute façon, ils le savaient, hein. Ils sont au pied du mur, donc après est-ce que, le PSG, est pas tout simplement, fort quand il est au pied du mur et On va le qu'il prouver. il lui faut ça? Mmh. Le match contre City, c'était un énorme match, hein, et moi je me suis planté. Je pensais vraiment que City allait gagner ce match, le PSG a fait un match monstrueux. C'est pour ça que maintenant je peux plus imaginer qu'ils vont faire un match pourri et ne pas être intéressants offensivement. Je peux plus l'imaginer maintenant, parce que vu la qualité du match contre City, bah, ils ont fait le plus dur. Mais c'est pas impossible non plus, hein, c'est pas joué. Stuttgart, c'est pas l'étoile rouge de Belgrade non plus, hein. Oui. Donc c'est pas fait. Mais voilà, dans mon imaginaire, maintenant que j'ai vu le niveau possible face à City, j'imagine que le PSG va gagner et se qualifier, mais c'est pas fait. Voilà. Donc bon, pour, pour l'équité, des points, en France, ce serait bien quand même Mmh. que, nos amis parisiens arrivent à se qualifier et puis, bah, après on verra, hein, on verra ce qui va se passer, au prochain tour, et cetera et cetera. Mais ouais, quoi qu'il arrive, ça aura été quand même une belle épopée, de nos clubs français. Enfin, peut-être pas le PSG pour l'instant, c'est un peu enfin, mais les autres, pour le coup, on les attendait pas à ce niveau-là, en tout cas, surtout Brest, Mmh. pardon. Clairement. Trois clubs à 13 points avant la dernière journée, c'est monstrueux, hein. C'est pas facile de Ouais, prendre 13 points en Ligue des Champions. Oui. C'est pas facile. et une grande performance, ouais. C'est vraiment ça montre que les clubs français ont progressé, moi je trouve. Mmh. Mmh. Tout à fait. Est-ce que ce nouveau format n'est pas mieux, finalement? Je ne sais pas. Difficile à dire. En tout cas, moi, je l'aime bien parce que Ouais, tu vois du football, quoi. c'est divertissant. Ouais, ouais, c'est mieux que les trucs aller-retour limite, je trouve. C'est Ouais, pas ouais. mal, ouais. Où, il y avait, enfin, moi, je trouvais qu'aussi, sur ces matchs de poule aller-retour, parfois, tu allais à Vladivostok pour faire un match, sur la glace, enfin bref, et puis tu voyais que les mecs avaient pas envie, quoi, donc C'est ça. là, c'est sûr que, si tu Brest et que tu accueilles le Real Madrid, bah, tu as envie de jouer, quoi. Enfin, tu as envie Mmh. de te dépasser. Voilà, donc bah, les amis, on va regarder ça dès mercredi et puis, on va enchaîner, si bien sûr, vous êtes d'accord avec l'APL et puis une question, encore une démonstration de Liverpool. Est-ce que, cette équipe est définitivement intouchable? Qui commence? Vas-y Manu. Intouchable, je sais pas, plus forte, oui. Pour moi, c'est la meilleure équipe. Pour moi, Liverpool est plus fort qu'Arsenal. J'avais 2 équipes en début de saison, je pensais qu'elles seraient supérieures. C'était Liverpool et City. City, ça n'a pas été le cas, mais Liverpool, ça a été le cas depuis le début de saison. Aujourd'hui, c'est la meilleure équipe d'Angleterre. C'est la meilleure équipe en Ligue des Champions aussi, parce que c'est le premier en Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est l'équipe qui a battu le Real Madrid. Aujourd'hui, Liverpool est la meilleure équipe du monde. Donc oui, il y a une supériorité. Maintenant, ce n'est pas parce que tu es très fort aujourd'hui que tu es très fort sur les fins de compétition. Ça ne veut rien dire. Euh, sur la première ligue, ils ont quand même fait un premier écart conséquent. Ils ont 6 points d'avance sur Arsenal, ils ont un match en moins. S'ils gagnent le match en moins face à Everton, en plus, ils veulent tout le temps taper Everton parce que c'est le derby, ça fera 9 points. 9 points, c'est conséquent, hein. 9 points, C'est la c'est Ligue 1. important. Ouais, la Ligue 1 et faire ça en première ligue,
parce qu'en Ligue 1, il y a des écarts d'effectifs, de budget. En Première Ligue, pas tant que ça. En Première Ligue, Arsenal, ils t'ont fait un mercato à 220 millions d'euros. Hein. Donc, c'est mettre 9 points, c'est pas facile. Ça montre une supériorité. Donc oui, aujourd'hui, Liverpool est supérieur pour moi. Pour moi, Liverpool sera champion, mais c'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. Si jamais il rate des matchs, Arsenal sera là. Donc, et puis on peut même se dire que City, qui a été horrible pendant 6 mois, aujourd'hui est revenu dans le top 4 et t'as 12 points si Liverpool gagne son match, c'est énorme. Mais si jamais Liverpool perd des matchs, eh ben, ça sera relancé. Donc, c'est pas encore fait. Mais aujourd'hui, pour répondre à ta question, aujourd'hui, Liverpool est la meilleure équipe, est supérieure et martyrise la Première Ligue, oui. Ouais, je vais pas te poser la même question, Fab, hein. Je t'en posais une autre. Allez. Déjà, il y a une rencontre déjà décisive entre Arsenal et Manchester City pour le prochain match. Est-ce que pour toi, c'est la croisée des chemins, finalement, ce match-là? Ah, ça va être super intéressant parce que je pense que ça peut jouer sur, l'état mental des équipes pour la suite et parce que moi je trouve que mon problème c'est qu'Arsenal, le problème c'est que je trouve qu'ils jouent trop comme des sénateurs et enfin, comme ce week-end, des fois ils ont vraiment du mal à tuer les matchs. Donc je sais pas, ça va être vraiment intéressant de voir ce que ça va être contre City parce que City a perdu contre le PSG, mais City quand même s'est bien pris ce week-end donc là en fait, bon je pense que Liverpool va être champion, j'ai quasiment pas de doute là-dessus, tu vois? Mais ce qui va se passer derrière, ça va être intéressant. Je pense que City peut bien revenir et moi je vois vraiment pas Arsenal comme une équipe safe, tu vois? Donc je serais pas du tout étonné que City gagne franchement. Heu, je trouve qu'Arsenal, bah oui, le classement c'est sûr c'est intéressant, tu vois? Quand tu vois le Mmh. bilan comptable, mais par rapport à l'effectif que tu as, au mercato de fou que tu as fait, c'est pas une équipe qui est sereine du tout pour moi. Ouais, ouais. Même son de cloche pour toi, Manu? Bah, moi, je te l'ai toujours dit, pour moi, il manque des choses à Arsenal que Liverpool a et qu'Arsenal n'a pas. Moi, je pense que City peut battre Arsenal largement. Même si City fait une très mauvaise saison, en étant très mauvais, c'est seulement quelques miettes de retard sur Arsenal. Ils vont battre Bruges, donc ça va être une qualification en Ligue des Champions. Euh, je pense que City peut battre Arsenal, oui, parce que ça va beaucoup mieux. Donc, et oui, c'est un match couperé, parce que là, on a parlé de potentiellement 9 points sur Liverpool. Si ça fait plus, bah, tu vois, c'est encore pire. Donc, oui, oui, c'est déjà un match couperé pour répondre à la question, bien sûr. C'est un match. Arsenal ne peut pas se permettre de ne pas gagner ce match s'ils veulent espérer le titre. Le problème, c'est que je pense qu'ils peuvent ne pas gagner ce match. C'est ça le problème. Oui. Et j'en profite aussi pour, te poser, une question, Fab, sur, Chelsea. Mmh. Bah, finalement, là, est-ce que, c'est pas Chelsea qui est en train de, entre guillemets, être, en fin de peloton par rapport, bah, à tous les ténors, quoi? Ouais, tu as raison parce que je me rappelle avec, toi et Manu, on a, plusieurs fois dit que Chelsea était super impressionnant, qu'enfin ils avaient trouvé la marche, mais là, je suis un peu étonné. Je vois des Sancho que je pensais vraiment être dans le bon train, mais qui sont pas forts sur la durée. Nicolas Jackson, tout ça, en fait, ouais, c'est des joueurs qui étaient très forts à un moment, qui redescendent un peu de niveau, donc je sais pas, est-ce qu'ils ont surperformé? Je sais pas trop, je me pose la question parce que je pense pas, c'est des joueurs qui ont des qualités, le coach a des belles ambitions de jeu, mais Mmh. je sais pas, peut-être qu'on allait vite en besogne en pensant qu'ils pourraient titiller le haut du classement, mais c'est vrai que c'est étonnant, ouais, je pensais pas que la fin de saison et le retour au football en janvier leur ferait si mal que ça, mais donc je pense que non, ils vont finir, ouais, dans les places européennes, mais qui finiront pas aussi haut que qu'on l'a dit, parce que tu te rends compte qu'il y a quand même un petit écart avec, enfin un gros écart avec Liverpool, avec Arsenal, avec City. Je pense que même City, ça sera devant forcément, tu vois? Je pense que ouais, c'est dommage qu'ils aient pas gagné cette dynamique en tout cas, je trouve. C'est quoi ta lecture, Manu? Là, aujourd'hui, City est repassé devant. En termes de points, City est devant Oui. Chelsea. Mmh, Chelsea, ça cale un petit peu. La question, ça va être Nottingham. En fait, l'anomalie en haut du tableau, c'est Nottingham. Euh, Ah, ils c'est font une vrai. saison qui est fantastique, mais ils viennent de prendre 5-0 contre Bournemouth. Donc, à un moment, s'ils calent trop souvent, Chelsea sera là. Euh, mais oui, là où Fab a raison, c'est qu'il y a en dessous, c'est en dessous de Liverpool, évidemment, c'est en dessous d'Arsenal,
et c'est en dessous de City, oui. Maintenant, il y a une quatrième place, et la quatrième place, pour l'instant, c'est les intrus de Nottingham. Ça va se jouer là. Il y a Aston Villa qui est bien, qui peut être capable de le faire. Mais s'il y a une place qui se libère, bah, normalement, c'est pour Chelsea. Parce que Chelsea, ça reste beaucoup mieux que l'année dernière. Oui. Ça reste intéressant et ça reste en dessous des trois cadors. Donc voilà le bilan que j'en fais. C'est une progression. Il y a eu une progression. Elle stagne un petit peu et elle atteint des limites. Mais il y a quand même une nette progression. Euh, Ce qui n'est pas normal, c'est que Nottingham soit devant pour Chelsea. Donc Chelsea doit aller chercher cette place-là. Si Nottingham laisse des points, Chelsea doit être là. Euh, Ça serait la déception de ne pas de finir derrière Nottingham. Finir derrière Liverpool, Arsenal et City, c'est presque logique aujourd'hui. C'est incroyable de se dire que Bournemouth elle a autant de points que c'est Chelsea, quoi. C'est vrai. C'est C'est très bien comme Bournemouth l'autre jour aussi, hein. Comme Nottingham, c'est deux équipes qui sont hyper, qui font une saison fantastique. C'est hyper bien ce qu'ils font dans le jeu et tactiquement, c'est ouais, bon, bah, écoutez, je crois qu'on a assez parlé de la PL. On va aller beaucoup plus au sud, messieurs. On va aller notamment en Liga et avec, une question assez simple et répond, le chroniqueur qui veut bien. Le Real s'envole, est-ce que les poursuivants, l'Atlético Madrid et le Barça peuvent revenir? Qui n'en veut? Vas-y Manu. moi, je pense que le Real sera champion. Ça, pour le coup, c'est pas une surprise. C'était mon pronostic en début de saison, mais il y a même pas de cote sur Real Madrid champion. C'est limite normal. C'est l'équipe qui a le plus d'avance par rapport au reste. Le Barça s'est reconstruit avec Flick. C'est un très bon Barça, mais c'est pas encore un Barça régulier. Bah, c'est un Barça qui a terrorisé deux fois le Real sur des matchs de 95 minutes. Donc c'est un très bon Barça. Mais sur la durée, là, on voit que le Real est lancé maintenant en Liga et Mbappé est lancé. Et là, c'est terminé. Il a 3 buts par match. C'est foutu. Là, c'est foutu. Tu te demandes contre quelle équipe il va pas marquer 3 buts maintenant. C'est dramatique pour les autres parce que quand Mbappé est dans cette forme-là, c'était le cas en Ligue 1 et il n'y a pas de raison que ça soit pas le cas en Liga. Il n'y a aucune raison. Donc c'est Quand je terrible. pense C'est que terrible. quand je pense qu'on l'a montré du doigt et qu'on Ah non, mais non, c'était pas. Ça se voyait qu'il n'était pas bien. Ça se voyait qu'il. Il était dans un état, je pense, psychologique grave. Hein. Tu voyais sur le Et terrain comment il était. Hein. oui, il était vraiment pas bien. Il a eu des problèmes extrasportifs. Quand tu es accusé par la justice, c'est pas agréable. Ça te prend de la place dans l'esprit. Quand t'es accusé par les supporters du PSG, c'est pas agréable. Il y a eu l'histoire de l'équipe de France. Il y avait trop de trucs et en fait, il était pas bien. Il était pas bien. Alors, apparemment, il a travaillé avec des gens. Je ne sais pas si c'est des psys, mais c'est normal. C'est normal. C'est aussi un mec de 24, 25 ans, 26 aujourd'hui. C'est une star planétaire. Tu vas partout sur la planète. Aujourd'hui, tout le monde connaît Mbappé comme les plus Mm. grands noms à l'époque. Donc voilà, c'est un truc à encaisser aussi. Le transfert au Real Madrid, il a vu que le Real Madrid, s'il ratait un match, c'était pas la sphère parisienne ou française qui parlait de lui. C'était la planète entière qui faisait des montages sur lui. Donc il n'était pas bien, mais Mbappé, ça reste Mbappé. Le joueur, il avait pas trafiqué les matchs qu'il a fait. Il a été au-dessus du lot. Et aujourd'hui, bah, c'est de nouveau Mbappé sur le terrain. Vraiment, il marque 3 buts par match, mais c'est dramatique pour les autres équipes, hein. Quand tu as Mbappé sur 3 ballons qui est capable de te foutre 3 buts, tu te dis, mais je vais faire comment? Déjà, je dois remonter 3 buts d'écart au coup d'envoi. Parce que sur chaque prise de balle, aujourd'hui, il est supérieur. Il t'envoie une frappe, elle est hyper précise, hyper forte. Quand il élimine, aujourd'hui, il élimine bien, il est fit, il fait des différences avec de la vitesse. Ouais, le Real est plus fort. Pour revenir à ton débat de base qui n'est pas Mbappé, qui est le Real, le Real est plus fort aujourd'hui que le Barça et sur la durée et que l'Atlético. Je suis content que l'Atlético d'ailleurs ne soit pas premier parce que moi je suis pas fan de ce que fait Simeone, même si c'est très sérieux dans le jeu, je trouve ça hyper restrictif. Donc au final, bah, c'est le Real qui commence à trouver son rythme. Ça ne veut pas dire que le Real va gagner des champions, parce que c'est une autre compétition et c'est d'autres adversaires. Mais en Liga, le Real aujourd'hui a trouvé un rythme, son buteur, et ça fait très mal. Eh oui, le Real insubmersible, Mm. toujours là, incroyable. Même chose, hein, je pense, Fab, de ton côté, Ouais, même chose, non. Là, tu vois, ils ont le retour de Mbappé Prime au PSG, Alaba qui revient. Enfin,
il y a beaucoup de facteurs qui font que là, ils vont être sur une bonne lancée. Après, avec des champions, comme disait Manu, ils seront pas sûrs, mais le championnat, je pense qu'ils vont être au-dessus, quoi. Mais après, le Barça, c'est pas problématique. Je pense que c'est une équipe qui est en train de se recréer, tu vois. Flick qui fait beaucoup de travail. Donc, non, non, c'est une équipe Oui, c'est qui sûr. l'année prochaine sera encore plus forte et tout. Donc, Ouais. pour les deux équipes, c'est une transition qui se fait, qui est en train de bien se faire, je trouve. Faut pas oublier qu'il y a eu des décisions quand même super litigieuses contre le Barça, hein. Ouais. Ils ont Il y a coûté eu des beaucoup de choses points que quand j'ai même. vues en Liga. Bon, 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 bon. C'est incroyable, ce qui s'est passé, hein. Bref, pas revenir dessus, mais voilà, hein. Il y a eu des matchs aussi, waouh, contre les Ganes et tout, fou. Ouais. C'était incroyable, quoi. Le Bref, le Barça le Barça pourrait avoir un petit peu plus de points, oui. Je ne sais pas s'il pourrait être premier, mais pour avoir plus de points, ça c'est vrai, oui. bah, ouais, je pense que quand même. Un peu pareil que l'OM au final, Mmh. Bah oui, Manu, quand même, sur ce début de saison, Mais on en a l'OM parlé sur les méritait. moi, il y a 2 matchs où il y a 2 erreurs flagrantes. Strasbourg, il y a un penalty et le deuxième c'est Lille? Non, si, le deuxième c'est Lille. Heu, Oui, oui, quand il y a Baker qui pousse, Højbjerg. Absolument, ça c'est Lille et le deuxième Ah c'est non, c'est Strasbourg, pardon, c'est Gudmundsson, pardon, qui oui, pousse, qui ouais, qui pousse là, Højbjerg. je l'avais vu à vitesse réelle au bord du terrain et là c'était penalty et le deuxième c'est le ceinturage sur Balerdi, c'est Strasbourg. Oui, Ça c'est 2 situations où clairement il y a penalty. Donc oui, il y a 2 matchs, maintenant. Parce qu'en fait, si tu compares à Real-Barça, les deux équipes ont eu des périodes où elles n'étaient pas bonnes. Le Real n'a pas été bon en début de saison parce qu'Mbappé n'était pas bon, parce que il y a eu il y a eu des points manqués, des matchs ratés. Et le fait que le Barça ait été mal arbitré, là, tu te dis, ok, là, je me dis, si le Barça avait été arbitré correctement, peut-être qu'il pourrait y avoir plus de points et une lutte. Le problème avec le PSG et l'OM, c'est que le PSG a fait tous ses matchs. Tous ces matchs. Là, c'est le premier qui viennent de rater face à Reims. Le problème de l'OM, c'est qu'au-delà de ces 2 matchs où il y a des erreurs arbitrales, il y a quelques matchs ratés, contrairement au PSG. Et c'est là où moi, je vois un tout petit écart encore entre les deux équipes. non, mais qu'il y a Mais écart, peut-être que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un écart entre le PSG et l'OM, c'est pas le débat. Le débat, c'est d'avoir un matelas de points assez suffisant pour se dire que, on est solide deuxième. peut-être que l'écart pourrait être moindre. Oui, oui, ça, je suis d'accord. Bah, je suis d'accord parce qu'il y a 2 pénaltys pas sifflés. Ça, je les vois et je les siffle. Et ça, je suis d'accord. Avec 2 pénaltys, ça fait 2 points et 2 points. Donc, ça fait 4 points. Et là-dessus, je suis d'accord. Bah oui, donc c'est ça surtout. Mais bon, on va pas refaire le match. Tu vois, C'est du 4 points, passé. 4 points. Mais tu vois, 4 points sur les 10, il en reste quand même 6. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Pour moi, il y a quand même un petit écart. Alors que Real-Barça, c'est vrai que si tu arbitres correctement le Barça, ça peut être égalité. Là, c'est vrai. Yes. Bon, bah écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes d'accord sur le fait que le Real sera champion. Mmh. Et c'est noté sur le live. Allez, dernier avant de clôturer. Un petit focus sur la Serie A. Il y a un trio de tête qui se dessine. Et du coup, la question logique, c'est qui prendra le titre entre le Napoli, l'Inter et l'Atalanta? Tu veux commencer, Fab? Moi, je dirais même toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui es quand même notre fin limier de la Serie A, je voudrais plutôt savoir toi ce que tu en penses, qui tu vois, si tu devais passer un pari là, tu mettrais qui toi, aujourd'hui et Moi, maintenant? très clairement, voilà, je pense que, c'est incroyable, mais, j'ai l'impression que le Napoli, ils sont sur un petit nuage là. Mmh. C'est waouh! Enfin, je veux dire, ils viennent de perdre, Kvara, et ça les touche pas quoi. Je veux dire, c'est victoire sur victoire, ça s'empile, est-ce que, bah, je sais pas franchement, bon évidemment c'est à la lutte avec l'Inter, hein, parce qu'il y a que 3 points pour l'instant. Donc, on peut pas dire que, ce soit fait. Mais là pour le coup, enfin, c'est très, très, très fort le Napoli quoi. Donc moi, si je mettrais une pièce, c'est évidemment sur le Napoli. Grosso modo, là, le classement actuel pour moi, c'est le classement final, c'est Napoli, Inter et Atalanta. Manu, Comment il s'appelle le d'accord. coach de Napoli, Nico? J'ai oublié. Antonio Conte, le Napoli. Ouais, Ouais. Mais lui, Antonio Conte,
J'ai vu un mec qui a dit ça sur, Twitter, c'est pas faux. Tu lui donnes n'importe quelle équipe, tu lui mets Lukaku, Bah, Kanté c'est bon, tu lui donnes Kanté, Lukaku, ça va le faire. C'est c'est pour moi, c'est un exemple, c'est déjà quand il était joueur, voilà quoi. Ensuite coach, c'est incroyable quoi. Il a pris tellement de scudetto, Kanté, avec ouais. la Juve, avec, je sais plus quelle équipe, enfin bref, il est trop fort. Franchement, je trouve que c'est un excellent coach, quoi. avec l'Inter. Moi, Oui, parfois il m'énerve, mais oui, oui, c'est un bon coach. C'est un bah déjà oui, oui, je vois ce que tu veux dire par rapport à ça, bien sûr. il m'énerve dans s il m'a longtemps énervé dans sa manière de jouer, mais cette année, il a changé de schéma, hein, ça, il faut le dire. Mmh. Il a changé de schéma, il est passé à 4 derrière et ça, c'est hyper rare et je trouve qu'il a fait une évolution parce que ce qu'il avait fait sur ses dernières expériences, ça n'avait pas fonctionné du tout. À Tottenham, ça n'avait pas fonctionné du tout. Sur l'expérience d'avant, ça n'avait pas fonctionné du tout. Et il a évolué. Et ce qu'a dit Fab, Lukaku, c'est hyper important parce que c'est un joueur tellement important, Lukaku. Déjà, c'est un joueur qui met des buts, décisif, qui a l'habitude, qui a l'expérience du très haut tableau, des batailles au titre, de jamais flancher. C'est monstrueux, Lukaku. Très honnêtement, la Serie A, c'est le championnat, c'est un championnat que je connais un peu moins par rapport aux autres, par rapport à la Première Ligue et à la Ligue 1 évidemment. Mais de loin, le Naples a l'air vraiment supérieur. À voir sur la durée si l'absence de Gvara, ça leur pèse pas. Mais cette année, Gvara, il était un petit peu moins impactant. Donc ils ont d'autres solutions. Il y a eu quand même Mercato, il y a McTominay qui est important. Il y a Zambo Anguissa qui est très bon, que l'OM connaît bien. Mmh. Il y a d'autres joueurs qui ont un impact. David Neres qui a un impact. Et puis évidemment, le roi Lukaku. Moi, j'aime trop ce joueur. Et c'est pour ça que j'aime bien compter quelque part aussi. C'est parce qu'il aime bien Lukaku comme moi. Donc ça, je suis content. Et puis coup L'Inter, sur coup, là. Coup sur hein, coup, là, les coups sur coup, enfin, je veux dire, les matchs, c'est ah, il gagne des matchs tu gagnes importants, hein. tu Ouais, gagnes à Atalanta, tu gagnes contre la ouais, Juve. Mmh. ouais. Enfin, c'est Mais la Juve, d'ailleurs, moi, c'est ma grande déception de la saison parce qu'au début de la saison, je pensais que la Juve irait beaucoup plus haut. Je me suis trompé, Mota aussi. mais Ça arrive, une saison, on va voir s'il lui laisse une autre chance. Oui, aujourd'hui, tu as raison, Nico. Le concurrent de Naples, c'est l'Inter, l'équipe qui avance le mieux. L'Inter, c'est l'équipe la mieux armée individuellement, avec des joueurs monstrueux, avec un Lautaro qui est de nouveau buteur, avec un Marcus Thuram qui est très bon à l'Inter, mmh, et d'autres joueurs évidemment. L'Atalanta, c'est une très belle équipe, mais moi j'ai toujours du mal à l'avoir gagné des titres, hormis la Ligue Europa l'année dernière. J'ai du mal à l'avoir gagné la Serie A. Donc si je devais dire deux équipes aujourd'hui, c'est Naples et l'Inter, évidemment. Entre les deux, plutôt l'Inter, parce que je trouve que cette équipe est mieux armée, mais Naples peut très bien le faire. Donc on verra. C'est intéressant, la bataille, c'est très intéressant. Et la déception, c'est la Juve, que j'imaginais plus haut. On verra mmh, l'année prochaine. ouais, il y a pas que toi qui l'imaginais plus haut. Ouais, ouais, ouais. Il y a des vrais flops, hein, au sein de cette équipe de la Juve. Ouais. Coupe Ah oui. Miners, coupe, une vraie déception, quoi. Bon, il y en a d'autres, évidemment, hein, je vais pas tous les citer, mais je pensais aussi que Locatelli, il est jeune, enfin, je veux dire, il a encore le temps, mais je pense que, il aurait je sais pas, je le voyais faire une meilleure saison, Locatelli. Il a Heureusement, fait il est des pas venu à l'OM, en fait, peut-être, hein. je sais pas, il aurait pu apporter, Je sais beaucoup de pas. choses à l'OM, hein, tu sais? Tu peux pas, partir du principe que dans une équipe, voilà, ça fonctionne moins bien, alors dans une autre, tu vois? Non, c'est sûr. C'est que c'est compliqué, mais ouais, c'est clairement une déception la Juve, mais bon, j'espère que ça construit, quoi. Mais bonne C'est première de Ronald Colomwani, quand même. Bonne Ouais. première. Ah oui, là, il m'a fait rêver Randall. Mais, il y a quelque chose de très intéressant, c'est les Juventini, les 21 là, les U21, ils sont pas mauvais, donc, je pense qu'à la Juve, ça se reconstruit petit à petit et de Mmh. plus en plus avec des jeunes. Donc, je pense que, voilà, peut évidemment pas cette saison, là, ça va être compliqué, mais dans les saisons à venir, voilà, ça va redevenir la grande dame. Après, bon, je pense que, comme on l'a dit en préambule, Vlahovic, c'est acté que, il va partir, que ce soit, cet hiver ou cet été. Donc, on verra ce que ça donne. Et pour en revenir au leader, prochain match, ça va pas être de la tarte, hein, Naples qui se déplace, à la Roma et Oh. puis, Mmh. l'Inter qui se déplace à Milan.
Donc Ah ouais? ouais, Waouh, c'est un gros match. ça va être 2 gros matchs, enfin 2 gros matchs. On verra, hein, sur le terrain ce que ça donne, mais sur le papier en tout cas, va y avoir, ouais, du répondant et on va voir ce que ça va donner la prochaine journée. Surtout Milan AC qui a peut-être récupéré peut-être le meilleur latéral droit depuis 3 4 ans quand même. Ça c'est dingue, je m'en remets toujours pas qu'il soit parti là-bas. C'est Eh oui. c'est plus qu'un bon coup, hein. Tu vu ce qu'a dit Guardiola en conférence de presse? Il a dit: «On a perdu notre défenseur le plus rapide, le plus solide». Il était dépité, dépité. Ouais, mais bon, il était sur la pente descendante à City, quoi, donc à un moment Ouais, donné, mais qu'est-ce que tu en penses c'est toi de ce transfert, Walker, Manu? Bah, c'est super pour Milan parce que ils ça fait tellement d'années qu'ils font un latéral droit qu'enfin ils l'ont trouvé. C'est vraiment le poste quand tu as Théo Hernandez à gauche et que tu as personne à droite, c'est du gâchis. Tu peux pas avoir un latéral gauche aussi fort et 0 et rien à droite. Il y avait rien, il y a jamais rien eu. On va pas me faire croire qu'Emerson Royal, c'est une solution. Calabria, contre Cesao, il a failli se battre avec lui ce week-end, je sais pas si vous avez vu, Ouais, à la ouais, fin du match. Donc à droite, il y a personne en fait. Donc c'était obligatoire, ils l'ont trouvé. C'est pas n'importe qui. C'est vrai qu'à City, il était beaucoup moins bien, hein. Heu, il y avait des montages sur lui, il y avait des c'était compliqué. Donc c'est bien pour Milan. Pour le joueur, à voir s'il a encore du coffre. Je pense qu'il va être un peu revanchard. Donc c'est très, très bien pour Milan. Théo Hernandez à gauche et Kyle Walker à droite, c'est méchant. ouais. Ah C'est oui, très méchant. Si en plus tu arrives à faire Jiménez devant, et que tu arrives à pourquoi pas un Rashford ou un milieu de en tout cas plus qu'un Rashford parce qu'il y a Leao à ce poste-là, mais un milieu de terrain créateur, bah, Milan, ça sera de nouveau méchant l'année prochaine. C'est ouais. bien. ouais, ouais, on va suivre tout ça de près. Bah, écoutez, je crois qu'on a beaucoup parlé et on va pas pousser plus loin parce que, voilà, je pense qu'on a besoin aussi de se reposer. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Yersen. Merci à la régie, monsieur Yersen, merci. Merci Arsène. Et puis mes Merci chers beaucoup amis, Yassine, merci à toi. ouais, mes chers amis, on va se retrouver, comme d'habitude, lundi soir prochain pour, bah, débriefer de ce qui se sera passé évidemment en Championne. Et puis, évidemment, comment disait déjà? Notre pain quotidien, comme disait Giroud, la Ligue 1. Voilà messieurs, merci encore d'être là, avec moi dans Merci ce à toi live Nico. et on se voit la Et ça semaine sera prochaine. important ça sera important la prochaine journée parce que Marseille-Lyon, Oui, c'est un tournant. C'est un tournant pour Marseille, pour Lyon. Pour Lyon, c'est un tournant de leur saison parce qu'avec le nouveau coach et en termes de points. Et pour l'OM, c'est un tournant. Soit Monaco revient à égalité, soit Marseille, consolide la deuxième place. Donc ça sera des matchs importants la semaine prochaine. Ah oui. tout à fait. J'aurais pas dit mieux Manu. Merci beaucoup et on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci à toi Salut à Nico. tous. Merci. Salut, salut. Salut Manu.